Un truc que j'explique, c'est que c'est une maladie au même titre qu'un cancer. Et si t'avais un cancer, tu te dirais pas, il faut juste que je fasse un effort. Ou tu te dirais pas, je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse. Par exemple, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, mais en fait, moi, j'ai pas vécu de trauma, donc genre c'est limite pas normal que j'ai un trouble alimentaire, alors que pas du tout. Les traitements antidépresseurs anxiolytiques ne changent pas ta personnalité. Alors que se passe-t-il concrètement dans le cerveau d'une personne qui a des troubles alimentaires? Dans le cas de la dénutrition, il y a un rétrécissement du cerveau. C'est une réduction en fait de la substance grise, de la substance blanche du cerveau. Ils disent que près de 3/4 des patientes qui ont eu un TCA dans leur vie feront un épisode dépressif au moins. Donc c'est quand même énorme. Hello Cécile. Salut Mathilde. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon podcast. C'est la première fois qu'on fait un podcast en vidéo sur No Rain No Flower en tout cas. Du coup, moi, j'avais repéré ton compte il y a quelques mois. J'avais ton compte Instagram. Redis le pseudo, s'il te plaît. C'est Psychiatrie sans filtre. Voilà. Et j'avais adoré la façon dont tu designais tes posts, tu les dessinais, etc. Enfin, vraiment super. Et la façon dont tu vulgarises la santé mentale. Donc voilà, je t'avais demandé à ce moment-là si on pouvait faire un épisode. Ça a pris un peu de temps, mais on a enfin réussi. Et du coup, on avait réfléchi un peu tous les deux à un sujet d'épisode de podcast. On avait pas trop d'idées précises et en fait je me suis dit je vais demander directement à ma communauté qu'est-ce qu'ils aimeraient demander à une psychiatre, les questions qu'elles aimeraient poser et les personnes ont donné vraiment plein de questions. Beaucoup. Donc voilà. Donc je sais pas si on va pouvoir tout répondre parce qu'on a un timing d'1h15 grand max, mais voilà, je vais commencer par te demander de te présenter, tu dis ce que tu veux sur toi. OK, donc moi c'est Cécile, je suis psychiatre et pédopsychiatre. Et puis j'ai fait pas mal de formations complémentaires de psychothérapie en plus pour que l'accompagnement puisse être assez global en fait de mes patients. J'ai bossé en CHU pendant plusieurs années après ma thèse. Ma thèse portait sur les troubles du comportement alimentaire. Okay. Sur l'éducation thérapeutique dans les troubles du comportement alimentaire. Donc c'était déjà un truc qui était quand même hyper important pour moi. Et puis après, j'ai bossé 3 ans au CHU avec une grosse activité TCA, du coup, spécifique, puisque j'avais une consultation spécialisée à la maison des ados du CHU. Okay. J'avais un hôpital de jour TCA et je m'occupais des jeunes hospitalisés, alors là, que pour de la nourriture restrictive, en service de pédiatrie générale ou en réa, pour des dénutritions sévères, et je faisais l'accompagnement psychiatrique en appui en fait aux équipes de PED. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, du coup, t'as des patients aussi en TCA, mais surtout ados ou t'as aussi des adultes? Alors j'ai des ados, des jeunes adultes plutôt, okay. Et quelques adultes. Voilà, maintenant que je suis en libéral, l'avantage c'est que je fais un peu ce que je veux. Bah oui. Et puis comme j'ai pas mal bossé du coup avant avec le CHU, que ce soit sur la pédiatrie ou la nutrition adulte, en fait eux m'adressent beaucoup de jeunes et de moins jeunes pour du suivi post-hospice ou post-hôpital de jour, etc. Puisque c'est vrai qu'on est quand même pas hyper nombreux comme psychiatre, encore moins comme pédopsychiatre, à accompagner les TCA. Carrément, ouais. Ok, trop cool, merci pour ta présentation. Du coup, on va commencer par une première catégorie qu'on va dire pour comprendre les troubles alimentaires. Mais bon, c'est assez vaste parce qu'il y a plein de questions dedans. Ouais. Je vais commencer par une première question que je trouve très intéressante. C'est est-ce qu'on peut sortir d'un trouble alimentaire sans en trouver l'origine? Oui, heureusement. C'est cool ça, parce que même moi, tu vois, dans mes podcasts, je dis souvent qu'il faut essayer d'avoir des pistes, de comprendre un peu le pourquoi, etc. Et je pense que parfois ça met grave la pression parce que les gens n'ont vraiment zéro piste. Or, et du coup, ils se sentent un peu bloqués. Mais du coup, vas-y, dis-nous ce que t'en penses de ça. Bon, alors il y a un truc que je vais répéter, je pense 1000 fois, où je vous entends dessus, c'est que le TCA c'est multifactoriel en fait, et c'est vraiment ce que nous on appelle un modèle biopsychosocial. Donc en gros, il y a des facteurs biologiques. C'est-à-dire des facteurs génétiques éventuellement. On sait qu'il y a des familles dans lesquelles il y a plus de TCA que d'autres, etc. Sans que ça soit une transmission directe obligatoire, évidemment. Il y a des facteurs biologiques individuels, genre sécrétion de sérotonine, sécrétion de dopamine. Il y a des facteurs psychologiques, donc ce qu'on a vécu, les événements qu'on a vécus, est-ce qu'il y a du trauma ou pas par exemple, des troubles de l'attachement, des traits de personnalité assez rigides, assez obsessionnels, qui sont des facteurs de vulnérabilité supplémentaires en fait. Et puis il y a des facteurs socioculturels, image de la minceur, enfin bon ça, je pense que voilà tout le monde est à peu près au clair là-dessus. Et donc en fait c'est l'association de ces facteurs de vulnérabilité qui fait
qu'on est plus à risque d'avoir un TCA. Et après, il peut y avoir un événement extérieur qui vient précipiter tout ça. Tu vois, le truc hyper parlant, c'est le Covid. Ouais. Moi, j'étais en hospitalier à ce moment-là et les hospices pour TCA, ils ont explosé. Ouais, j'avais vu dans les médias. Post-Covid. Donc ça, c'est l'exemple même du facteur, tu vois, extrinsèque qui vient complètement perturber les choses, mais qui arrive sur un terrain déjà de vulnérabilité. Et donc, en fait, d'aller chercher le pourquoi et se casser la tête et se mettre la pression à aller chercher pourquoi on est tombé là-dedans, etc. Je pense que c'est s'épuiser. Ouais. Et c'est rare de trouver un événement causal unique. Enfin, exactement. Moi, je crois pas l'avoir déjà vu en hospitalier, tu vois, ni là en libéral. Enfin, je suis en train de penser en même temps. Désolée, mais non, mais oui. mais je crois pas avoir déjà eu ça. Et donc, ce qui est important, en fait, pour moi, c'est que t'as un peu deux façons de prendre en charge. Soit tu fais alors, l'idée, c'est pas de dénigrer la psychanalyse, parce que je suis assez intégrative, on va dire, mais soit tu mobilises beaucoup de ressources pour aller chercher le pourquoi, sachant que on va pas se mentir, souvent, quand on est en plein dans un TCA, les ressources, elles sont un peu limitées. Oui. Notamment dans l'anorexie et avec la dénutrition. Soit les mêmes ressources, on va les mobiliser pour essayer de voir qu'est-ce qui pose souci aujourd'hui. Voilà, ouais. Et comment on avance, en fait. Et je pense qu'on peut complètement avancer sur plein de choses, sur les pensées envahissantes, tu vois, sur la renutrition, etc., sans comprendre pourquoi on est tombé dans la maladie, quoi. C'est ça. Mais c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, c'est multifactoriel et j'ai jamais trouvé une seule cause. En tout cas, pour moi, c'est vraiment plein de petites choses dans ma propre expérience. Mais c'est vrai que parfois, je vais dire, essaye de réfléchir au pourquoi, etc. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant de partir à aujourd'hui, quelles sont les pensées, etc. Et peut-être que parfois, ça fait un parallèle avec quelque chose qui s'est passé ou à la limite. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de partir sur le présent, quoi. Et puis, un autre truc important aussi, quand même, alors là, je parle plutôt spécifiquement de l'anorexie. Mais pendant l'anorexie, on sait qu'il y a ce qu'on appelle une anosognosie au moins partielle, donc un déni des troubles. En gros, ça fait partie de la maladie. Et du coup, à l'époque où on est tombé dedans, on était dans ce truc-là. Oui. Et donc, a posteriori, c'est encore plus compliqué d'aller essayer de trouver pourquoi, parce que la mémoire a pas fonctionné de la même façon à ce moment-là, le déni protégeait, et du coup, c'est, je pense, d'autant plus compliqué a posteriori d'aller essayer de retrouver une cause. Oui. Alors que pour le coup, a posteriori, c'est plus facile de se dire, aujourd'hui, c'est quoi mes difficultés, quoi. Ouais, carrément. Après, il y a une différence entre cause et déclencheur. Oui. Parce que le déclencheur, à la limite, en effet, pour moi, c'est pas forcément le truc important. Les causes, pour moi, c'est un peu plus profond. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de, parfois, notamment sur les réseaux sociaux, et moi-même, je fais partie de ça, les gens entendent que anorexie ou, TCA globalement est égal à trauma. Et du coup, les gens, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, mais en fait, moi, j'ai pas vécu de trauma, donc, c'est limite pas normal que j'ai un trouble alimentaire, alors que pas du tout. Et même, j'avais lu que en fait la part des personnes qui ont eu un trauma dans l'enfance ou quoi et qui ont un trouble alimentaire, elle est vraiment minime, quoi, en fait. Oui. Alors minime, non, pas forcément. Mais c'est pas une majorité, en fait. C'est pas une majorité, et en tout cas, c'est clairement pas nécessaire pour avoir un TCA. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Penser comme ça, c'est aussi se dire, du coup, moi, j'ai pas vécu de trauma. Donc du coup, je suis pas légitime. En fait. Exactement, ouais. Tu vois. Et je pense qu'il y en a plein qui ressentent ça, malheureusement. Ah oui, je sais très bien. C'est un truc que j'entends quotidiennement. Et ouais, voilà. Ok, merci pour ta réponse, c'est hyper important. Du coup, c'est j'avais la question, est-ce normal de ne pas savoir pourquoi on est tombé malade, mais on y a répondu. Ouais, c'est la norme, en fait, de pas savoir souvent. Oui, c'est ça. Et surtout, un autre point, c'est que souvent quand on est malade, on est tellement dans un brouillard mental, etc., que c'est difficile de voir les choses de façon claire. Ouais. Et que quand on est malade, moi par exemple, quand j'étais malade, je savais pas dire c'était à cause de ça. Aujourd'hui, avec le recul, ça fait plusieurs années que j'en suis sortie, je peux dire un peu plus des éléments de réponse, mais a posteriori, en fait. Voilà, exactement, a posteriori. Ouais, complètement. Une autre question, c'est comment expliquer cette maladie si complexe à un médecin ou à un proche qui ne comprend pas? Waouh. Alors déjà, quand tu dois l'expliquer à un médecin qui comprend pas, c'est quand même un peu emmerdant. Oui. Je pense que c'est plus, par exemple, des gens qui vont voir le médecin traitant et qui est pas spécialisé là-dedans. Oui.
Mais je pense que la question, elle est d'autant plus pertinente pour les proches qui ont souvent du mal à comprendre. Ouais, non, mais alors, c'est une question qui est en vrai, c'est une question qui est hyper fréquente et qui est hyper importante. La première chose pour moi, déjà, c'est que le TCA, c'est une maladie, en fait. Donc déjà, c'est le truc à rappeler de base. C'est-à-dire, c'est pas une question de volonté, c'est pas juste un régime, etc. Et ça, c'est dans l'imaginaire collectif, et dans les croyances collectives, c'est exactement ça, parce qu'en fait, un TCA, c'est contre-intuitif. D'un point de vue extérieur, quelqu'un qui a pas de TCA, la réponse qu'il va te dire, qui est évidente, c'est mange. Ouais. Ou ne mange pas. Tu vois. Et donc du coup, faut vraiment, je pense, pour l'expliquer, insister sur le fait que c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS. L'anorexie, ça fait partie de ce qu'on appelle des ALD30, donc des 30 maladies qui sont prises en charge quand même à 100% par la sécurité sociale. Et le deuxième truc, souvent, si on veut rappeler un peu de choses, c'est de mettre 2-3 chiffres. Surtout si tu veux en parler à un médecin, ça fonctionne bien. Ouais. C'est de dire que c'est la maladie psychique et psychiatrique la plus mortelle. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25. Ouais, après les accidents de la route, en fait, dans le champ de la suicido souvent, mais c'est quelque chose qui a des répercussions psychiques et psychiatriques du coup qui sont énormes. Ouais. Donc je pense que déjà la première chose, c'est d'essayer de faire comprendre un peu ça. Enfin voilà, l'idée c'est pas de comment dire, le contraire de banaliser, quoi. Tu vois, c'est pas de diaboliser non plus le truc et qu'après tout le monde en ait peur. Mais il faut qu'ils comprennent le caractère important et quand même que c'est une maladie, comme tu dis, en fait. Bah, c'est ça. Et je dirais même de bien préciser que c'est une maladie mentale. Parce que parfois, les gens, ils vont se dire, ouais, c'est une maladie physique, parce que souvent, les troubles alimentaires, c'est représenté plus par l'anorexie, notamment dans les médias, par une perte de poids, alors que c'est clairement pas systématique. Ça se voit pas du tout forcément un trouble alimentaire, au contraire. Non. Et ça fait pas partie des critères de diagnostic, pour rappel. Mais oui. Mais un autre truc que je trouve bien pour expliquer, c'est de faire des comparaisons. En fait, tu vois, de faire des analogies et de montrer, par exemple, de comparer ça à une phobie. Parce qu'en fait, si on veut être, alors là, je suis hyper dans la vulgarisation, mais l'anorexie, dans les critères diagnostiques, pour le coup, il y a la peur intense de reprendre du poids. Ça, c'est un des critères diagnostiques. Et donc, du coup, c'est pas forcément l'envie de continuer en perdre. D'ailleurs, il y a plein de jeunes qui me disent, mais moi, c'est juste que j'ai une peur bleue de reprendre du poids et complètement disproportionnée et irrationnelle. Et donc, c'est comme une phobie. En fait, sauf que tu dirais pas à quelqu'un qui a une phobie, je sais pas moi, du vide, fais un effort, t'as juste en 2 secondes c'est passé, pas du tout en fait, ça nécessite un accompagnement et c'est exactement pareil pour le TCA pour moi. Ouais, c'est hyper bien comme métaphore ça, même la peur du vide, j'avais déjà dit, tu dirais pas à quelqu'un qui a peur du vide de juste regarder dans le vide justement. Non. Donc, tu dis pas à quelqu'un qui a trouble alimentaire de juste manger. C'est ça. Et par exemple, tu vois, c'est pour le fait que ça soit une maladie, parce que moi, tu vois, dans mon activité clinique quotidienne, j'ai quand même plein de jeunes qui sont vraiment dans l'auto-culpabilisation, en fait. De se dire, oui, mais, c'est qu'une question de volonté et c'est moi qui y arrive pas. Donc, du coup, voilà. Un truc que j'explique, c'est que c'est une maladie au même titre qu'un cancer. Exactement. Et si t'avais un cancer, tu te dirais pas, il faut juste que je fasse un effort. Ou tu te dirais pas, je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse. Alors que, quand on a un TCA avec une anorexie sévère, on est censé se dire en plus, j'ai tout ce qu'il faut autour de moi, j'ai tout pour être heureuse. En fait, t'as tout sauf une maladie, quoi. Exactement. Donc, l'autoflagellation, voilà. Donc, en plus, l'idée, c'est même pas que de l'expliquer aux proches et aux médecins, tu vois. Je trouve que c'est même l'expliquer à la personne elle-même qui a le TCA. Et c'était vraiment sur ça, ma thèse. C'était sur l'éducation thérapeutique. Donc, comment, en fait, on explique ce que c'est pour qu'il y ait moins d'autoflagellation aussi, tu vois, et moins d'auto-stigmatisation et de culpabilité. En plus, c'est des facteurs de maintien. Ouais. Bah oui, c'est ça. Donc voilà. Ok, merci. Alors, que se passe-t-il concrètement dans le cerveau d'une personne qui a des troubles alimentaires? Waouh. Ouais, ça doit être compliqué cette question. Alors, il y a plein de choses. Bon, après, je suis pas non plus experte en mécanisme neurobio, mais de façon assez schématique, déjà, la première chose, c'est que dans le cas de la dénutrition, il y a un rétrécissement du cerveau. C'est une réduction, en fait, de la substance grise, de la substance blanche du cerveau. Okay. Ça se voit parce qu'en fait, tu sais, quand les jeunes sont hospites pour des TCA, donc là, on est dans quelque chose de vraiment sévère. Souvent je prends l'IMC pour que ça soit parlant, mais moi mon service d'hospit, on était sur des hospites en fait en dessous de 14 d'IMC. Donc des dénutritions qui sont quand même très sévères. Et donc en fait, si c'est un premier épisode, on faisait une IRM cérébrale systématiquement dans le bilan. Parce que il peut y avoir aussi parfois, alors je l'ai jamais vu en pratique, mais c'est décrit dans la littérature, des lésions cérébrales qui miment l'anorexie. Et donc l'idée de faire l'IRM, c'est d'aller élever
éliminer un autre diagnostic principal et dans lequel en fait on se tromperait, on dirait c'est un TCA alors que c'est pas un TCA, c'est une tumeur cérébrale quoi. Sauf que du coup pour toutes nos patientes on avait des IRM cérébrales. Ok. Et en fait on voit vraiment à l'imagerie la dénutrition au niveau de la substance blanche et de la substance grise. Donc le cerveau tu sais c'est constitué de ces deux matières là, ces deux substances là. Et donc en fait il y a quelque chose qui est spontanément résolutif à la renutrition. Mais qui se voit. Ok, c'est dingue. Ah ouais, c'est incroyable. À voir en vrai, c'est assez incroyable quand même. Et pareil, ça de le montrer aux patients, qui sont souvent, tu vois, en plus dans un surinvestissement, dans la recherche de performance, etc. De dire, en fait, tu vois, la performance, c'est ton cerveau. Et là, ton cerveau, il est quand même en train de... Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est des lipides. Hein. Bah oui. Donc on a tendance à l'oublier un petit peu. Donc ça, première chose, ça s'appelle une atrophie cérébrale en gros et pseudo-réversible. Donc si on n'est pas à 50 ans dans la dénutrition chronique. Ouais. Ok. Ensuite sur le plan neurochimique, il y a quand même des différences aussi, notamment au niveau de deux neurotransmetteurs qui sont la dopamine et la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans plein de choses différentes, dans la dépression, dans l'anxiété, dans les TCA, dans les TOC aussi, dans le trauma. Et donc du coup, on sait qu'il y a une altération de la sécrétion de sérotonine dans la dénutrition. Okay. Et en fait, du coup, ça engendre quoi? Ça engendre plus de pensées obsessionnelles, ça engendre plus d'anxiété, ça engendre des éléments dépressifs. Alors ça peut être tristesse, perte d'envie, perte de plaisir, irritabilité, etc. Mais en fait, la perte d'envie, la perte de plaisir, elle touche tout, donc elle touche aussi l'alimentation. Donc ça, c'est une des premières choses au niveau de la sérotonine. La dopamine, c'est plutôt ce qui est utilisé dans les circuits de la récompense. Je sais pas si ça te parle ou pas du tout. Ouais. On en parle beaucoup dans les addictions en fait. Oui. Typiquement la cocaïne, hop, à prise immédiate, ça va activer les circuits de la récompense et c'est ça qui fait que on a tendance à construire une addiction. Ouais. Alors là dans la boulimie et l'hyperphagie, il va y avoir une modification de la sécrétion dopaminergique et donc une modification du système de la récompense qui fait que on va avoir une espèce de surrécompense quand on prend une prise alimentaire. Ok. Et donc du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'on a envie à chaque fois de reproduire ça. Et de la même façon qu'une addiction, une prise alimentaire au début un peu classique, on va dire, plus on va la répéter, moins elle provoquera de dopamine. Donc on va augmenter soit la quantité, soit l'intensité des crises pour maintenir un niveau de récompense en fait satisfaisant. Ça c'est plutôt le versant hyperphagie boulimie. Sur le versant anorexique, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il va y avoir pareil une altération des circuits de la récompense. L'alimentation qui est censée nous apporter de la récompense à tout le monde, c'est normal. Et elle va en apporter moins. Alors que le jeune, lui, va en apporter plus. Et donc du coup, pareil, ces altérations-là au niveau du cerveau, elles vont entretenir le TCA dans un sens ou dans l'autre. Enfin, qu'on soit sur un versant plutôt restrictif ou sur un versant plutôt compulsif. Donc genre d'un point de vue anorexie, puisque c'est le TCA dont j'ai surtout souffert, tu deviens addict à la restriction. En fait, tu deviens addict à la restriction. Ton système de récompense va s'activer à chaque fois que t'es à jeun, tu vois, que t'as le ventre qui gargouille, etc. Moi, je me souviens, je me sentais hyper puissante et j'aimais ce sentiment de restriction en fait. Bah oui, ça, en même temps, ça apporte, voilà, au début du contrôle, etc. Exactement. Et puis, donc tu deviens accro au jeûne en fait et à la perte de poids, tu vois. Ok, hyper intéressant. Mais c'est hyper intéressant et en même temps, presque, je me dis là, si j'avais écouté ça à l'époque, je me serais dit un peu, mais ça fait peur parce que presque c'est un cercle vicieux, puisque en fait, les comportements du TCA font que du coup, t'as tous ces troubles obsessionnels, ces symptômes dépressifs, etc. Et en fait, c'est ça qui augmente aussi, soit la restriction, soit les compulsions. Et Complètement. Donc en fait, c'est pour ça que nous on est relou en hospitalier quand on insiste sur la renutrition en fait, tu vois. Et je le sais très bien, mais en fait c'est pas pour on sait qu'il faut en fait apporter des apports suffisants pour pouvoir casser ce cercle vicieux.
et pouvoir prendre de la distance par rapport à ça. Et la renutrition, vraiment, elle fait partie de la guérison, mais pas que de la guérison physique, en fait. Mais oui, complètement. Et en fait, un cerveau dénutri ne fonctionne pas de la même façon. Et c'est pareil, tu vois, on parle beaucoup de dysmorphophobie. Ah oui. La dysmorphophobie, quand tu fais des IRM fonctionnels, etc., ça se voit. C'est-à-dire qu'on sait concrètement que la personne, elle se voit différemment de comment elle est réellement. C'est dingue. C'est hyper intéressant. Parce que quand j'étais externe, je suis passée en stage à Sainte-Anne à Paris, dans une unité spécialisée TCA, vraiment là de l'adulte. Ça s'appelle la CMME, c'est une unité qui est spécialisée TCA résistant, en gros, avec des longs parcours, etc. Et j'avais une interne à l'époque, et c'est ce stage-là qui m'a clairement donné envie de faire de la psy et spécifiquement du TCA quand même. Elle faisait sa thèse là-dessus, en fait, sur les imageries fonctionnelles et la dysmorphophobie. Et c'était hyper concluant, en fait. Et donc, on sait que plus on est dénutri, plus on est dysmorphophobe. Donc, en gros, plus tu dénutris, plus tu te vois gros, donc plus il faut continuer à perdre. C'est ça qui est horrible dans les troubles alimentaires, je trouve. Et c'est ça qui est dur. Et en fait, c'est vraiment le côté, tu rationalises plus, en fait, quand ton cerveau, il est dénutri. Et en fait, moi, je me souviens que j'avais des peurs incroyables quand j'étais hyper dénutrie. Et en fait, on me disait, mais tu verras qu'au plus tu vas manger, au plus ces peurs-là, en fait, elles vont diminuer. Et c'est totalement vrai, quoi. Il y a des trucs où, quand j'avais mangé et que, je sais pas, j'avais atteint un certain stade où, quand j'étais hyper dénutrie, j'avais hyper peur. Et au moment où je l'avais atteint, quand j'avais plus mangé, je me disais, mais en fait, moi, j'avais aussi peur de ça, quoi. Bah ouais, mais en fait, c'est le propre de cette maladie, et c'est pour ça qu'il y a autant d'ambivalence. Ouais, carrément. C'est que clairement, c'est terrible. On te dit, il faut manger pour avoir moins peur de grossir. Le cerveau, il bug, tu vois. C'est normal, c'est complètement contre-intuitif. Mais biologiquement, neurobiologiquement, c'est vrai. Ouais, carrément. C'est une question qui revient aussi souvent. Est-ce que c'est possible de guérir totalement, même après des années de maladie, ou est-ce qu'il y a un sentiment de contrôle permanent qui reste? Alors, question pareille qui est un peu compliquée. Déjà, il y a pas mal d'études là-dessus. Les chiffres sont quand même assez différents d'une étude à l'autre, même sur des grosses cohortes, etc. Moi, je sais que quand j'ai passé ma thèse, en gros, les chiffres qu'on nous apprenait, c'était il y avait 1/3 de rémission totale, 1/3 de rémission partielle, c'est-à-dire que ça n'impacte pas le quotidien, mais on a des préoccupations par rapport au corps ou par rapport à l'alimentation qui sont quand même plus importants que la moyenne, et 1/3 qui se chronicisent vraiment. Là, dans les dernières études qui sont sorties, il y a plutôt des études qui disent que à 20 ans, il y a 70% de guérison. Donc je pense que voilà, ça c'est un truc que j'ai pas, il faudrait que je rebosse un peu plus dessus. Pour voir un peu qu'est-ce qu'ils considèrent comme guérison, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une guérison possible même quand on a fait une anorexie chronique. Ça, et c'est important de le dire. Bah oui, et heureusement quand même, parce que sinon ça serait complètement décourageant, en fait. C'est clair, exactement. Et alors c'est vrai que plus t'es dans la dénutrition par exemple chronique ou dans les compulsions fréquentes, etc., il y a des modifications cérébrales. Irréversibles? Non, pas irréversibles, mais qui se maintiennent. Donc en fait, plus tu restes dedans, plus t'as l'impression que c'est compliqué d'en sortir. Parfois, quand on est dans quelque chose de chronique, il faut quand même un changement. Ça peut être une rencontre, ça peut être une rencontre thérapeutique, et ça, j'insiste vraiment là-dessus, parce que il y a plein de personnes, par exemple, qui arrivent en consultation en me disant mais j'ai déjà tout essayé. Et c'est normal, hein, quand ça fait X années qu'on se bat contre un truc, qu'on a fait plein de choses déjà, il y a un espèce de sentiment d'incurabilité, enfin l'impression qu'on s'en sortira jamais. Sauf qu'en fait, tu peux pas tout avoir essayé, c'est pas possible, parce qu'il y a plein de types d'approches différentes. Et il y a plein de professionnels différents avec des alliances thérapeutiques différentes. Et en fait, la base pour moi de la prise en charge, c'est pas ton étiquette, c'est pas si tu fais de la TCC ou si tu fais de la psychodynamie, c'est est-ce que en fait pour ce patient-là, l'alliance elle est bonne. Alors évidemment avec des connaissances spécifiques au TCA parce que il y a des particularités, mais je pense que vraiment il peut y avoir des rencontres qui changent une vie. Et tu vois, j'avais écouté un podcast d'une nana qui disait que elle, la personne qui avait changé sa vie dans son TCA, c'était un ostéo qu'elle avait rencontré et qui avait été une personne hyper ressource et qui lui avait donné accès à son corps d'une façon différente en fait en le travaillant en l'ostéo. Et je m'étais dit mais c'est incroyable en fait, et tu penserais pas aller voir un ostéo tu vois quand t'as un TCA. Et l'idée c'est pas de dire toute personne qui a un TCA doit aller voir un ostéo, hein. Je suis pas en train de faire de la pub non plus pour autant, mais c'est de dire voilà, parfois c'est une rencontre en fait, et ça elle peut arriver au début de la maladie, elle peut arriver 10 ans après quoi. Carrément. Donc au contraire, moi j'aurais envie de dire
de pas laisser tomber, et de se dire voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et par exemple, tu vois là, on parlait de la dysmorphophobie. Ouais. On sait que c'est un gros facteur de maintien. Ok. Plus tu te vois en surpoids entre guillemets, et plus t'as envie de continuer à perdre du poids. Logique. Ben, on sait que maintenant il y a des approches. Tu vois par exemple en orthopsie. Ok. Il y a certains orthoptistes qui utilisent la réalité virtuelle. Ok. Et ça permet de travailler sur la perception du corps et l'image du corps. Ok, trop bien. Ouais. Alors nous, à Rouen, il y a personne qui fait ça, évidemment. Mais j'imagine que c'est pas trop développé pour l'instant. Je sais que à Caen, il y a une orthoptiste avec qui j'en ai discuté qui fait ça. Donc c'est assez intensif. C'est que pendant 15 jours, tu viens tous les jours, etc. C'est vraiment de la rééducation de la perception corporelle. Trop bien. Et ça, c'est des trucs, tu vois. Je suis sûre que les personnes qui se disent qui sont découragées et qui s'en sortiront jamais, en fait, ils n'y ont pas encore eu accès. Donc il y a plein de choses comme ça. Tu peux bosser avec un psychomotricien sur l'image du corps. Parfois, c'est bien plus efficace que d'aller voir un psycho spécialisé. Oui. Mais tu crois pas que justement, ça c'est juste une réflexion personnelle, mais que quand ça fait des années, parfois justement, parfois je rencontre des personnes qui vraiment ont conscience totalement des mécanismes, de tout ce qui se passe, justement, elles ont un peu compris vraiment leur TCA, on va dire, mais que ça bloque encore. Et moi, je me dis toujours, mais c'est que c'est genre plus profond dans le sens où genre, comme tu dis, en fait, c'est des mécanismes du cerveau qui se sont instaurés, ou parfois c'est dans le corps, et que c'est plus, alors c'est parfois quand même des médecines un peu alternatives, mais tu sais, de la des thérapies psychocorporelles, en fait. Genre, de la kinésiologie, ou même des thérapies, genre le MDR, moi je trouve ça vachement bien, ou du neurofeedback. Tu sais, en gros, de rééduquer le cerveau, sans que ça passe forcément par une thérapie de parole, quoi. Bah oui, tu vois, typiquement la thérapie on va dire de parole. Moi, je prends l'exemple des TCC, qui sont ce que moi je pratique aussi, les thérapies cognitivo-comportementales, où tu vas bosser sur les cognitions, en gros les croyances, etc. et les fausses croyances notamment. Et puis tu vas bosser sur le comportement aussi. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui, etc. Bon bah ça a ses limites en fait aussi avec certains patients, notamment des patients qui sont dans l'anorexie depuis plein d'années et qui savent en fait que leurs croyances elles sont dysfonctionnelles, qui ont déjà travaillé dessus, etc. et en fait, ou qui au contraire sont dans l'hyper-intellectualisation de leurs troubles, et ils pourraient me faire un cours, mais bien plus précis que ce que moi je pourrais faire. Sur, tu vois, la restriction cognitive, tous ces trucs-là. Et du coup, je trouve qu'effectivement, l'approche, il faut qu'elle soit pluripro et adaptée au moment où on en est. Donc peut-être que, typiquement, cette personne-là que je cite, au début de sa maladie, c'était important d'aller bosser sur ses fausses croyances. Mais que peut-être ça a pas suffi et que aujourd'hui la priorité c'est pas ça. Au même titre que tu sais te faire un plan alimentaire en te disant ce qu'il faut que tu manges et ce que tu manges pas. Dans un TCA restrictif, je suis pas très fan quand même. Parce que souvent les patientes elles le savent bien mieux que moi ce qu'elles doivent manger et elles peuvent me faire les macros de tête. Mais oui. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est des trucs, ça peut avoir de l'intérêt à un moment quand t'es perdu, etc. Mais des approches plutôt psycho-comportementales de la diététique, je trouve ça aussi intéressant, voire plus intéressant. Mais donc voilà, tu peux, en fait, il y a plein de choses qu'on peut travailler différemment à différents moments de vie. Et donc, c'est pas parce que ça fait 6 ans ou 8 ans qu'on est là-dedans qu'on va être bloqué là-dedans toute sa vie, quoi. Et excuse-moi, je sors un peu des questions, mais du coup, j'ai d'autres questions qui viennent. Parce que justement, tu vois, on disait à quel point c'était hyper important quand le patient il est dénutri, il peut pas trop bien réfléchir, on va dire. Mais parfois, ils sont tellement bloqués justement sur ça, sur le fait de remanger, ils ont tellement peur, etc. que moi, j'ai l'impression, mais c'est encore une fois, c'est une réflexion personnelle, que justement, c'est peut-être plus adéquate à ce moment-là de travailler justement sur un peu des choses psychocorporelles, sur les mécanismes, sur les croyances erronées, plus que sur tout de suite, même si évidemment il faudra une renutrition, tu vois. Ah oui, tu vois, moi ce que j'adorais dans mon service hospitalier, c'est que du coup nous on était, donc comme moi je bossais chez les moins de 16 ans, c'était pas une unité spécialisée TCA, tu vois, et donc c'était une unité de pédiatrie. Les jeunes qui étaient hospites pour une dénutrition sévère, elles étaient mélangées avec, je dis elles, de façon un peu oui aussi. Oui, mais bon, c'est vrai que statistiquement il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc même si je suis pas du tout en train de dire que ça ne peut pas arriver à un homme parce que j'ai eu plusieurs patients hommes, mais j'ai un peu le réflexe de dire elles parfois, c'est un abus de langage de ma part, mais donc tu vois, ces patientes là, elles étaient hospitalisées en fait dans un service de pédiatrie et mélangées avec plein d'autres trucs. Tu vois, avec des jeunes cons en diabète, la mucoviscidose, etc. Et nous, on était une équipe d'appui. En gros, on venait aider les pédiatres de façon schématique sur les questions
de psy. Donc ça pouvait être les crises suicidaires, ça pouvait être l'anorexie mentale. Et donc en fait, il y avait le rôle purement nutrition qui était géré par les pédiatres, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une sonde ou pas une sonde, comment sont les constantes, est-ce qu'il faut un repos strict, c'est quoi tes apports, etc. Et nous, on était complètement détachés de ça. Et donc moi, ça me permettait de dire aux patients en hospit, en fait, ce que tu manges, c'est important et tu verras ça avec le pédiatre. Mais moi, c'est pas mon rôle et je préfère qu'on parle d'autre chose que de l'alimentation. Et on arrivait à faire des consultes entières où on ne parlait pas alimentation. Voilà, ouais. Et c'était hyper riche en fait. Et je pense que c'est des consultes qui viennent mobiliser plein de choses parce que clairement, l'alimentation, c'est un symptôme dans l'anorexie. Exactement. C'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tellement de choses en dessous. Sur l'estime de soi, sur les traumas, sur l'attachement. Et donc si on reste focus sur la partie alimentaire, on n'avance pas. Mais je suis contente qu'on en arrive à dire ça aussi parce que tu vois tout à l'heure quand t'as dit en fait il faut aussi la renutrition c'est hyper important. Parfois je sais qu'il y a des gens qui du coup se sentent un peu bloqués en mode oui mais j'y arrive pas du coup je fais comment. Et en fait c'est hyper important aussi de dire tout ça. Et je sais qu'il y a des thérapeutes parce que comme tu dis c'est le métier de d'autres personnes en tout cas de se focaliser sur le côté alimentaire qui pendant leur séance vont faire en sorte de ne pas parler en effet des conséquences du trouble et de vraiment se focaliser plus sur la partie psychologique comme t'as dit quoi. Immerger, ouais. Qui est la plus grosse partie. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est pour ça que pour moi, la prise en charge TCA, je sais que c'est lourd dans les parcours de soins, mais c'est pluriprofessionnel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et quand t'es pas à l'hôpital, quand t'es chez toi, en fait, pour moi, il faut qu'il y ait un médecin traitant dans la boucle ou un pédiatre qui, lui, tu vois, s'occupe de prendre les constantes, surveiller le poids, etc., que ce soit la perte de poids ou la prise de poids, etc. Un diététicien, une diététicienne, c'est hyper utile. Spécialisé TCA. Voilà. Hyper important, par contre. Non, mais c'est ça. À condition d'être avec quelqu'un qui ne va pas renforcer exactement en fait, le TCA et donc du coup voilà tu vois des diètes qui sont plutôt sur le psycho-comportemental qui vont travailler sur la sensation de faim, la sensation de satiété beaucoup plus que travailler sur un plan alimentaire quoi. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. Et après pour moi il faut un accompagnement psy alors qui peut être psychologique, qui peut être psychothérapeutique, qui peut être psychiatrique, mais il y a quand même une part hyper mentale, voilà. Et après, il peut y avoir aussi plein d'autres intervenants, dont tu vois typiquement je disais orthoptiste, pourquoi pas sur la dysmorphophobie, ça peut être des kinés qui vont te faire bosser sur l'image de ton corps, ça peut être des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Nous à l'hôpital dans le service d'hospice, il y avait ergo et psychomote. Et c'était hyper intéressant en fait parce que tu vois, ils allaient travailler sur les silhouettes, etc. Et donc sur la dysmorphophobie, mais par une approche qui est beaucoup plus corporelle. Voilà, il peut y avoir plein d'accompagnants et de types d'accompagnements différents. Et l'idée, c'est de pas en avoir qu'un seul. Exactement. Parce que c'est pareil, si tu ne bosses que sur le psy, probablement que d'un point de vue somatique, ça va être compliqué. Si tu bosses que sur le somatique, en fait, même si tu te renutris, souvent il y a des rechutes parce que les facteurs de vulnérabilité t'as pas travaillé dessus en fait. Voilà, exactement. Voilà et donc non, c'est pour ça que je sais que c'est une prise en charge qui est hyper c'est ça, lourde et qui est hyper coûteuse aussi. Exactement. Accessoirement. Parce que tu disais c'est pris en ALD, mais le problème c'est que tous les thérapeutes là que tu viens de dire, ils sont pas pris en ALD pour le coup. Enfin, ça dépend où. Si t'es en structure TCA, en hôpital, en CHU, etc. peut-être, mais genre si tu vois une psychomote en libéral, etc. Là t'es pas pris en charge. Ah non, pas du tout. C'est un coût financier qui est hyper important. Ouais. Et bon, ça c'est encore une autre question, mais et oui. Moi je ne comprends pas. Voilà. Bah oui, ouais. En tout cas, je suis pas d'accord avec ça en fait, tu vois. Moi je pense que typiquement les TCA, il faudra que le suivi psycho il soit pris en charge à 100%. À 100%. Et partout, pas juste le dispositif Mon Psy où t'as 6 mois d'attente et 12 séances. C'est ça. Non, il faut que ça soit en plus des gens qui aient une appétence, des soignants qui aient une appétence par rapport au TCA, parce que le TCA en tant que soignant, c'est un truc compliqué, en fait. Comme les addictions. C'est-à-dire que ça te rend, il y a plein de fois où t'es renvoyé vraiment à ta propre impuissance. Aider la personne, mais tu peux pas faire à sa place. Mais il y a des trucs qu'on peut faire à la place des gens, tu vois. Il y a des soins qu'on peut faire à la place des gens. Là, toi, t'es là pour accompagner la personne à mettre en place les changements. Et donc, du coup, ça génère chez toi des trucs qui parfois sont hyper difficiles et hyper... ouais, j'imagine. Et faut être préparé à ça, faut être OK avec ça. Il y a des soignants qui sont pas du tout OK avec ça, que ça met en échec. Donc, en plus, il faudrait pouvoir consulter les spécialistes qui sont à l'aise avec ces types de pathologies-là,
Et donc pas juste, tu vois, t'as 4 psychos qui sont remboursés dans ta région. Mais oui. Donc tu vas voir un de ces 4-là, quoi. Ouais, carrément. Et puis quand on voit, honnêtement, c'est une question de santé publique, hein. Quand tu vois je suis d'accord avec toi. qu'engendrent les TCA, mais tu te dis c'est une aberration. Mais oui. Moi, de mon point de vue médical, après. Mais c'est une aberration qu'on puisse pas mettre en place des choses. Alors, il y a des choses qui existent, hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a rien. Il y a pas non plus que hôpital ou full libéral. Tu vois, il y a des hôpitaux de jour. Enfin voilà, nous à Rouen, tu vois, typiquement chez les adultes, il y a un hôpital de jour. Ils peuvent avoir un suivi psycho sur place, un suivi diète spécialisé, etc. Il y a des choses, hein. Mais je pense que l'accès quand même aux soins, il est hyper compliqué. Ah oui, c'est sûr. En fait, tu dis il y a des choses, mais il y a quand même des gens qui sont quand même encore sur des listes d'attente de fou, notamment selon l'IMC, ce qui renforce encore plus l'illégitimité de la personne, ce qui renforce encore plus le trouble. Enfin, et puis en plus, il y a aussi des régions où il y a même pas accès à tout ça. Enfin, où genre juste c'est un désert médical, quoi. Mais ça, comme tu dis, c'est une autre question et c'est une problématique qui dépasse largement le cadre du TCA. Hein. Voilà. Oui, carrément, en plus. Mais c'est vrai qu'en plus, comme les TCA, c'est quand même des troubles. Après, je connais pas tous les troubles, mais moi, du coup, plus là-dessus et que c'est quand même des troubles qui explosent malheureusement. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des choses qui soient mises en place, quoi. Bah bien sûr. C'est clair. Je continue parce que je vois l'heure qui tourne. Ok. Est-ce que les troubles, on va parler un peu des liens entre TCA et les autres troubles psy. Okay. Est-ce que les troubles du comportement alimentaire sont toujours liés à une dépression? Alors non, pas de façon systématique. Il y a une comorbidité qui est fréquente, c'est-à-dire en fait le fait d'avoir les deux, mais par contre on n'a pas un TCA parce qu'on a une dépression. Ouais. Alors après, l'idée c'est de comprendre un peu comment ça s'intrique et ça c'est très personne dépendant. C'est-à-dire que la dénutrition entraîne de la dépression. Ouais. Parce que la dénutrition joue sur ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est sérotoninergique, dopaminergique, etc. Et donc ça va quand même engendrer de la dépression. Inversement, parfois c'est la dépression qui est entre guillemets responsable du TCA. Parce qu'en fait, on est tellement déprimé que du coup on n'a plus du tout de plaisir et d'envie dans l'alimentation, etc. Donc en fait on se dénutrit mais pas de façon volontaire. Il n'y a pas forcément de préoccupation corporelle à ce moment-là. Sauf qu'en fait, on perd du poids, on se rend compte que ça me fait me sentir un peu mieux. Et donc du coup, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Ouais. J'imagine que c'est pas la même prise en charge si c'est l'un ou l'autre qui commence, si. Ça dépend en fait. L'idée c'est d'accompagner de façon individuelle de toute façon, donc c'est de faire vraiment du cas par cas. On n'a pas, tu vois, un protocole TCA puis dépression ou dépression puis TCA. Ouais. Mais après, ce qui est quand même important de dire aussi, c'est que tu vois, le TCA quand même sur le long terme entraîne de la dépression. Ouais. Plus on avance en fait dans la durée de maladie, plus il y a de pourcentage de personnes qui sont déprimées. Okay. Et donc du coup, je m'étais noté, ça c'est pareil, je m'étais noté les chiffres, tu vois. Ils disent que près de 3/4 des patientes qui ont eu un TCA dans leur vie feront un épisode dépressif au moins. Okay. Donc c'est quand même énorme. Pendant qu'ils ont un TCA? Non, pas forcément. Ok. C'est-à-dire que chez toutes les personnes qui ont eu un TCA, on va dire, vie entière, il y en aura 75% qui feront un épisode dépressif. Mais pourquoi du coup? Parce qu'il y a eu une modification de la sérotonine et compagnie? Parce que probablement que tes modifications sérotoninergiques, elles sont dans tes facteurs de vulnérabilité de base, et donc ça te rend plus vulnérable au TCA, mais ça te rend aussi plus vulnérable à la dépression. Ok. Et que en début d'anorexie, il y a plutôt à peu près 15% des jeunes qui, alors je dis des jeunes encore une fois pareil parce que c'est un abus de langage de ma part, hein, mais on peut commencer une anorexie en n'étant pas jeune du tout. Hein. Mais en tout cas, dans les premiers mois de maladie, on considère qu'il y a à peu près 15% de dépression associée. Okay. Alors que si t'as un TCA qui dure plus de 8 ans, que ça soit hyperphagie ou boulimie ou TCA, il y a plutôt 50% de dépression. Ok. Ce qui est logique. Vu que, comme tu dis, il y a des modifications, le fait que le cerveau il soit plus alimenté, etc., quoi. Et puis, juste, en fait, souffrir d'une maladie. Bah oui. Est un facteur de dépression. C'est clair. Anorexie ou pas anorexie, en fait, au bout de 6 ans, t'en as marre. Bah oui, c'est clair. Et donc, il y a un sentiment de découragement. Beaucoup de solitude aussi. Bah, bien sûr. Ok. Et dernier point sur quand même, parce que ça, c'est le mot positif. C'est que par contre, chez les personnes qui ont une dépression comorbide à un TCA et dénutrition, quand on se renutrit, l'humeur va mieux. Ouais. Et vraiment, on voit une quasi-suppression des symptômes dépressifs chez 2/3 des personnes qui sont en dénutrition sévère et qui se renutrissent. Bah oui. Ouais. Donc voilà. Ça m'étonne pas. J'en ai fait l'expérience. Ouais, bah voilà. Non, mais c'est un truc à dire important quand même aussi. Ouais, carrément.
C'est vrai. Le lien entre TCA et TOC. Il y en a plein. Mais oui. Il y en a plein. Le premier déjà, c'est en termes de biologie, pareil. Le TOC, c'est de façon très schématique un déficit de sérotonine. Et donc du coup, on sait que quand on a un TOC, on est plus à risque entre guillemets d'avoir un TCA plus tard. Okay. Et inversement, quand on a un TCA, on est plus à risque d'avoir des TOC. Okay. Parce que les deux partagent, d'un point de vue neurobiologique, des similitudes. Okay. Ça, c'est première chose. Ensuite, deuxième chose, on sait typiquement que les TOC, ça s'inscrit plutôt dans des jeunes qui ont des profils, ou des moins jeunes, pardon, encore un avis de langage, qui ont des profils anxieux et obsessionnels. C'est-à-dire que plus on a d'anxiété, plus on est à risque, entre guillemets, d'avoir des TOC, puisque ça rentre dans le champ de l'anxiété. Et plus on est obsessionnel dans son mode de fonctionnement, dans sa personnalité, plus on a aussi des risques d'avoir des TOC. Et donc, être obsessionnel, c'est quoi? C'est être perfectionniste, vouloir faire les choses, voilà, tu vois, toujours parfaites, toujours bien, etc. Je vois très bien. Et ça, c'est des caractéristiques qui sont aussi des facteurs de vulnérabilité de l'anorexie. Parce que c'est une maladie du contrôle. Donc voilà, c'est très lié l'un et l'autre. Et puis, les TOC, déjà, les TOC, c'est quoi? C'est trouble obsessionnel compulsif, donc une obsession qui génère une compulsion. Et en fait, le TCA, ça peut, si tu le schématises, ça peut être un TOC, en fait. C'est-à-dire l'obsession du contrôle alimentaire, par exemple, ou de la prise de poids. Ça, c'est les pensées envahissantes et qui ne vont être soulagées que par la compulsion. Et la compulsion, c'est, dans le TOC, c'est au sens large, ça veut dire l'action qu'on met en place. Et donc, dans l'anorexie, la compulsion, en fait, ça va être au contraire la restriction. Ou même l'hyperactivité, la compensation. Exactement. Toutes les conduites compensatoires, des vomissements provoqués, par exemple. Et donc vraiment, tu vois, de le schématiser. Si tu fais un schéma obsession alimentaire, envahissante, petite flèche, pour soulager, conduite compensatoire, en fait, c'est vraiment un TOC. Donc, et d'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais comment expliquer à quelqu'un qui comprend pas la métaphore du TOC aussi. C'est une très bonne métaphore, tu vois. Donc. Mais là, tu vois, on parle des risques de développer des TOC et tout, mais quand on a des troubles alimentaires, moi, je me rappelle que j'avais 1 million de TOC liés, quand je mangeais, tu vois, fallait que je mange dans un ordre précis, il fallait que je sépare bien, il fallait que je coupe, il fallait que je mange la dernière, que je sois la dernière à commencer, mais la dernière à finir, et aussi les checks corporels dans le miroir, les checks corporels avec la main, les doigts. Et ça, j'ai rien à savoir ce que t'en penses, parce que quelquefois, il y a des gens, parfois, qui me disent, j'ai tellement de TOC, comment faire pour les travailler? Et moi, je me souviens quand j'étais hospitalisée, les médecins me disaient que vraiment j'en avais énormément. Ils m'avaient même proposé de me filmer pour que je me rende compte, chose que j'avais refusée parce que je trouvais ça horrible. Et en fait, je les ai pas travaillés quand j'avais des troubles alimentaires. Genre 90% de mes TOC étaient partis du jour au lendemain quand j'avançais dans ma guérison. Enfin, déjà quand j'étais renutrie. C'était une période où j'avais la faim extrême, donc j'avais des compulsions qui me permettaient honnêtement de me renourrir, même si c'était des durs. Et voilà, j'avançais aussi dans ma vie et genre il y a vraiment 90% qui sont partis, les 10% restants étaient partis petit à petit. Mais du coup, toi, t'aurais quelle approche? Est-ce qu'il faut travailler ces TOC? De quelle façon? Tu vois, des TOC vraiment liés à la nourriture, liés au check corporel, etc. Pour moi, c'est la prendre encore une fois en charge globalement, tu vois, et pas d'aller axer spécifiquement que là-dessus. Parce qu'en fait, les TOC que t'avais et que la plupart des gens ont, ça va être de couper la nourriture, ça va être de compter les morceaux, de compter les bouchées, de compter les calories, etc. Et donc, en fait, et une rigidité plus dans la routine. Sauf qu'en fait, si on parle de ça et qu'on essaye de corriger ça, on ne parle encore une fois que d'alimentation. Mais oui, exactement. Ce que tu racontes, c'est l'exemple exact de finalement sans les travailler spécifiquement mais en avançant sur d'autres choses à la place en parallèle, en fait ça se soulage. Exactement. Et donc quand même le TOC c'est la compulsion, elle est pour soulager l'anxiété. Exactement, oui. Donc si jamais tu bosses pas spécifiquement là-dessus, mais qu'en parallèle tu travailles sur la gestion émotionnelle et la gestion de l'anxiété, et ça peut apaiser complètement l'état. Ouais, tu vois. C'est fou. Ouais, carrément. Donc et puis après, petit point quand même là-dessus parce que je reste médecin. Parfois on propose des traitements médicamenteux. Et ça, on va en parler juste après. Okay. Parce qu'il y avait 2 questions là-dessus et je pense que c'est hyper important qu'on en parle. Ouais. Je finis juste un peu sur les liens avec TCA et autres troubles psy. Alors je sais pas si c'est un trouble psy exactement, mais le TSA.
Ça, j'en entends de plus en plus parler et j'ai pas mal de personnes, enfin j'ai quand même quelques personnes dans ma communauté qui, quand ils ont eu leur diagnostic de TSA, ils ont vachement mieux compris leur TCA et apparemment c'est pas du tout les mêmes prises en charge. Et est-ce qu'il y a un lien est-ce que genre on voit souvent chez des personnes qui ont des TSA, du coup des TCA? Ouais. Alors là, ça va être le moment où il faut pas s'emmêler les pinceaux dans les acronymes. Tu peux rappeler Jess ce que c'est TSA? Donc TSA, trouble du spectre de l'autisme, ce qu'on appelait autisme de façon, enfin les autistes avant, maintenant on dit les TSA, voilà. Et donc c'est quoi en fait l'autisme? C'est un trouble neurodéveloppemental, donc quelque chose qui est présent dès la naissance. D'ailleurs dès même le développement embryonnaire et fœtal. Alors que le TCA, on sait très bien que ça va pas se... Alors il y a des anorexies néonatales, etc. Ça c'est encore une... Enfin on va le mettre de côté complètement. Mais donc le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, je vais essayer de pas parler trop en lettres parce que j'ai pas envie de perdre les gens. C'est présent dès la naissance et c'est un mode de fonctionnement différent. C'est pas une maladie. C'est juste que dans plein de domaines différents de ton fonctionnement, il y a un fonctionnement un peu atypique. On parle aussi, tu sais, beaucoup de personnes neurotypiques et neuroatypiques. Dans le TSA, en fait, il y a des facteurs neuroatypiques sur tout ce qui est oralité, sensorialité, etc. Ça veut dire, par exemple, une intolérance, je schématise, hein, mais c'est pour expliquer un peu ce que c'est, à certains morceaux, tu vois, dans l'alimentation. Typiquement, moi, c'est des enfants qui me disent, bah, s'il y a des compotes lisses, c'est parfait. Si les compotes, il y a un morceau dedans, immangeable, impossible. Donc il va y avoir des troubles de l'oralité parfois ou d'hypersensorialité à certaines textures alimentaires, etc. Il va y avoir de la rigidité dans le fonctionnement et ça c'est quelque chose qui est normal dans le TSA si tu veux. Nous c'est pas notre norme, enfin moi entre guillemets en tant que personne neurotypique c'est pas ma norme, mais c'est-à-dire le besoin de routine hyper carré, c'est-à-dire l'intolérance au changement, le besoin de prédictibilité, de prévoir. Donc typiquement, prévoir en fait qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Dans le TSA, c'est un mode de fonctionnement qui est bien plus fréquent que dans la population générale. C'est pas une maladie en fait, ce que tu veux dire, c'est pas un dysfonctionnement. Non, c'est un mode de fonctionnement différent. Et heureusement qu'on n'est pas tous normotypiques et neurotypiques, on se ferait chier, en fait, tu vois. Mais donc, du coup, voilà, il peut y avoir de la rigidité dans le comportement, il peut y avoir des intérêts aussi restreints et très spécifiques. Et donc, tu vois, parfois, tu vas te focaliser sur, je sais pas, un sujet précis. Là, j'ai une patiente en tête qui me vient, qui a eu une passion des sirènes. C'est un intérêt restreint spécifique de son trouble du spectre de l'autisme. Elle est passionnée par ça, elle te connaît tout sur les sirènes, c'est incroyable. À côté de ça, du coup, l'image de la sirène, c'est quoi? C'est la sirène comme ça, avec la taille comme ça, tu vois. Et donc, en fait, si tu prends un peu toutes ces spécificités de fonctionnement du TSA, t'as quand même plein de trucs qui se recoupent avec les troubles du comportement alimentaire. Et donc, du coup, voilà, il y a une comorbidité, une co-occurrence qui est vraiment fréquente. On dit qu'il y a, dans les dernières études, là, 20 à 30% des femmes qui présentent un trouble du comportement alimentaire présentent aussi un trouble du spectre de l'autisme. Dingue, c'est énorme. 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 Bien plus que dans la population générale, parce que dans la population générale, sur les études là récentes américaines, on te dit qu'ils sont celles qui vraiment sont le plus, comment dire, on te dit en gros il y a une personne sur 36 qui a un trouble du spectre de l'autisme à peu près sur les et donc ça c'est des études vraiment où il y a le plus, en gros le pourcentage est le plus élevé. Nous ce qu'on apprend à la fac c'est plutôt une personne sur 100, tu vois. Mais donc même en prenant le plus large en fait, une personne sur 36, tu te doutes bien que 30% 20% des gens qui ont un TCA ont un TSA, c'est bien plus que dans la population générale. Sauf que du coup effectivement ça implique une prise en charge qui est complètement différente. Et comment se faire diagnostiquer si la personne là par exemple quelqu'un qui nous écoute a un doute? Alors le diagnostic il est un peu complexe, surtout si les personnes qui nous écoutent sont des adultes. Non en fait donc ce qui est important c'est de dire que du coup le TSA c'est neurodéveloppemental, donc en fait il y a des signes précurseurs déjà dans le développement avant la mise en place des TCA. Oui, c'est hyper important de le dire ça. Ça c'est la première chose. Si t'as l'impression que tout est très autistique entre guillemets, ils apparaissent en même temps que ton TCA et qu'il y avait rien de tout cela avant, ça oriente quand même pas vers un trouble du neurodéveloppement. C'est important de le dire parce que quand tu disais ça tout à l'heure, c'est vrai qu'on se disait mais ça ressemble vachement à un TSA, un TCA du coup. Voilà, et donc c'est important pour moi, donc poser la question à ses parents. C'est bête, mais ça peut être une des premières choses à faire, c'est-à-dire est-ce que tu te souviens quand j'étais petite, est-ce que quand on a diversifié mon alimentation, est-ce que ça s'est bien passé, ou est-ce qu'en fait dès qu'il y avait un morceau je recrachais tout, est-ce que j'avais des intérêts restreints et assez spécifiques ou non attendus pour l'âge entre guillemets.
Voilà, est-ce que j'étais très intolérante au changement? Si on disait bon en fait on a prévu de partir et puis non on va rester une heure de plus, est-ce qu'il y avait des explosions, etc. Dans le trouble du spectre de l'autisme, il y a aussi des particularités au niveau de l'interaction sociale. Donc est-ce que quand j'étais en maternelle, quand j'étais en primaire, j'allais facilement vers l'autre ou pas du tout? Et en fait, c'est de poser un peu toutes ces questions déjà à ses parents. Oui. Et si eux te disent ah bah oui, là oui, ça vaut le coup quand même de faire un bilan. Okay. Pour faire un bilan, ça se pose pas comme ça, un diagnostic d'autisme. C'est très à la mode en ce moment. Tu passes un test sur internet et ça te dit TSA ou pas TSA. Je trouve que c'est une aberration et c'est encore plus une aberration quand on veut le passer parce qu'on veut mieux se comprendre. Parce que si le résultat il est biaisé, ça te donne des informations fausses sur toi-même et donc ça n'a pas d'intérêt. Donc pour moi, l'idée après c'est de prendre rendez-vous avec le médecin traitant déjà, qui orientera sur un psychiatre ou le CRA, le centre de ressources autisme. Il y en a dans chaque région. Eux font les bilans, les délais d'attente sont longs, mais c'est pris en charge, etc. Ou d'aller voir un neuropsychologue spécialisé dans le TSA, qui va faire passer la dose, la DIR, qui sont les échelles qu'on utilise pour confirmer le diagnostic. Hyper intéressant. Et le neuropsy te fait passer le bilan et il faut quand même que ça soit toujours un médecin qui pose officiellement ou non le diagnostic en fonction des résultats du bilan. Et pas un test sur internet. Voilà. Ok. Et du coup, un dernier lien, c'est entre TCA et TDAH. Ok. Donc là, pareil, il est énorme. Vraiment énorme. Si on prend les TCA au sens large, je crois qu'il y a presque 4 fois plus de TDAH que dans la population générale. Tu peux rappeler ce que c'est aussi TDAH? Oui, pardon. TDAH, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Parce qu'en fait, il y a le H dans le nom qu'on utilise tous, c'est qu'on voit écrit partout TDAH, alors qu'on peut avoir un TDA, trouble déficitaire de l'attention, sans le H. Et après, en fait, le nom entier, c'est trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et avec ou sans impulsivité. Et ça a de l'importance ici. Pourquoi? Parce que dans ce qui est trouble du comportement alimentaire plutôt compulsif, boulimie, hyperphagie, on sait que l'impulsivité joue un rôle dans les compulsions. Et donc en fait, si on a déjà un TDAH avec de l'impulsivité dans son mode de fonctionnement, on est plus à risque d'avoir un trouble du comportement alimentaire de type perte de contrôle. Et donc ça, c'est pareil, le TDAH, c'est la même chose que le TSA, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est présent dès l'enfance. Ça n'apparaît pas, on ne devient pas TDAH à 25 ans. Mais voilà, le lien, il est quand même hyper intriqué aussi. Et ça se manifeste comment? Chez l'enfant ou chez l'adulte? Du coup, quand un TDAH, chez l'adulte, on va dire. Ça va être en gros des troubles de l'attention et de la concentration. Du mal à se concentrer, une forte distractibilité, genre tac, 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 son cerveau qui passe de droite à gauche, etc. Donc plutôt le versant attentionnel. Ensuite, il peut y avoir le versant hyperactivité. Alors chez l'adulte, on a moins d'hyperactivité. Non volontaire, j'entends. Puisque en fait on apprend à contrôler quand même notre hyperactivité. On sait que c'est plus possible de se lever dans son dans son open space et de faire des tours d'open space pour apprendre pour faire ses calls, tu vois. À côté de ça, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une hyperactivité interne. Et donc, en fait, l'impression, tu vois, que ça boue à l'intérieur en permanence, d'être en tension permanente, etc. Et puis, il peut y avoir, du coup, de l'impulsivité, donc des prises de décision qui sont assez hâtives, des mots qu'on va dire qui dépassent complètement ce qu'on pensait, qu'on va regretter après, etc. Donc ça, c'est le tableau un peu chez l'adulte, de façon très vulgarisée, hein. Mais donc, du coup, on imagine bien que, voilà, quand il y a de l'hyperactivité, de l'impulsivité, du mal à prendre le temps pour se poser, on est plus à risque d'avoir des compulsions alimentaires parce que dès qu'on a l'idée, hop, il y a l'impulsivité qui fait qu'on passe à l'acte beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas un TDAH. Donc pareil. Et puis parfois, ça c'est aussi hyper important dans le TDAH, tu vas utiliser en fait le lien avec l'alimentation pour essayer d'apaiser ton TDAH. Donc tu vois, quand t'es par exemple complètement éparpillé, que t'arrives pas à te concentrer, il y a plein d'études qui montrent quand même qu'un apport de sucre à court terme, ça aide à la concentration puisque ça augmente la glycémie. Donc tu vois qu'ils vont avoir par exemple des TDAH qui vont faire pop plein de prises alimentaires parce que eux ont l'impression que ça les aide à se concentrer, ou inversement quelqu'un qui a un TDA avec un chaos intense interne et dans son quotidien va se dire si je me restreins sur mon alimentation que je contrôle, ça m'apporte du contrôle dans une situation de chaos. Donc voilà, il y a plein d'intrications possibles. En effet. Et mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de se dire que au même titre que le trouble du spectre de l'autisme, la co-intrication des deux est vraiment plus fréquente que dans la population générale. Donc ça vaut le coup de se poser la question. Mais oui, c'est hyper intéressant, je savais pas du tout ça. Et du coup, on en arrive justement au rôle des médicaments, parce que du coup, t'en as parlé tout à l'heure, il y a vraiment une modification au niveau du cerveau, etc. Donc,
quel médicament il existe aujourd'hui dans la guérison des troubles alimentaires, pour les troubles alimentaires? Alors, spécifiquement pour le trouble alimentaire, pour guérir le trouble alimentaire, il n'y a pas de traitement. Ouais. D'accord? C'est le message clé quand même à retenir. C'est-à-dire que si on vous vend une pilule miracle qui va vous guérir du trouble du comportement alimentaire, c'est un red flag à fond les ballons. Complètement. À côté de ça, par contre, donc voilà, moi c'est vrai que je suis médecin, je sais que c'est compliqué de parler de médicaments, notamment de traitements psy, d'antidépresseurs, etc. Ça fait peur. Pour moi, ça fait partie de mon arsenal thérapeutique. Donc l'idée là, c'est de donner des infos qui soient fiables, mais c'est pas pour autant que je suis en train de dire à chaque TCA il faut un traitement. Oui, carrément. Non, mais je le précise parce que parfois il y a plein de gens qui viennent me voir en consultation avec cette attente-là aussi, parce que justement je suis psychiatre, donc je peux prescrire. Et en fait, les gens ils repartent sans ordonnance parce qu'il n'y a pas d'indication en fait. Parce que voilà, la pilule magique qui guérit le TCA, elle n'existe pas. Pas encore en tout cas, Inch'Allah. Il y a plein d'études en ce moment sur les analogues du GLP-1, etc. Qui ont montré déjà sur les animaux, mais qui sont pas encore testés sur les humains, un impact sur la sensation de faim, de satiété, etc. Et donc qui pourrait être utilisé pour les TCA, mais bon, pour l'instant, ça existe pas du tout. Donc, ça n'est pas sur le marché. Donc voilà. En fait, quand nous, psychiatres ou, je pense, médecins généralistes, etc., on propose un traitement dans l'anorexie, c'est pas pour l'anorexie elle-même, c'est pour, en fait, accompagner les comorbidités de l'anorexie. Voilà. Donc, typiquement, anxiété, dépression, TOC, TDAH éventuellement. Bah voilà, on sait que la dépression, il y a une part importante de carence en sérotonine. Et donc, du coup, les médicaments qu'on va donner dans le TCA, ça va être des inhibiteurs de la recapture de sérotonine. Parmi les 200 000 antidépresseurs qu'on a, on va donner spécifiquement cette famille-là parce qu'on sait que probablement, c'est ça qui entre en jeu aussi. Mais par contre, l'idée, c'est d'apaiser les idées dépressives, de redonner de l'envie, etc. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas un lien direct entre mise en place de traitement et reprise de poids. Oui, voilà. C'est vraiment, c'est pareil. Si on le vend comme ça va te faire reprendre du poids, c'est pas vrai. Ça va te faire aller mieux, potentiellement, et peut-être ça entraînera une reprise de poids, une renutrition. Mais c'est pas une certitude. C'est pas, parce que ça, c'est quand même un argument qui fait même très peur. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anorexie, qui ont très peur de reprendre du poids, qui ont peur de prendre des antidépresseurs parce qu'ils ont vu sur Internet ou même sur le papier du médicament que c'est un effet secondaire. La reprise de poids. Oui. Bah bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, et donc là quand je parle de, tu vois, j'ai vraiment parlé d'inhibiteurs de la recapture de sérotonine. J'ai pas parlé du tout de tous les antidépresseurs. Il y a plein d'antidépresseurs effectivement dont les effets indésirables et la reprise de poids. Notamment la prise de poids, notamment conséquente, franchement. Ça, c'est quelque chose, moi en tout cas, que je proposerais jamais. Voilà ce que j'allais dire. Souvent, c'est des antidépresseurs qui sont adaptés pour les personnes qui ont peur de ça et qui du coup n'entraînent pas de prise de poids. Ah bah bien sûr. Si quand tu donnes, je sais pas, de la fluoxétine ou de la sertraline, on sait que la prise de poids, elle est minime. Voire inexistante, Voire inexistante complètement. Là, au contraire, dans la fluoxétine, il y a des gens qui l'utilisent à visée anorexigène quand même. C'est ce que j'allais dire. Donc parce que de toute façon, je sais très bien que si je prescris un traitement à quelqu'un qui a une peur intense de grossir et qui a un risque qu'elle prenne du poids, elle prendra pas le traitement. Voilà. Mais ça, c'est important de le dire parce que souvent, c'est un truc qui terrifie les personnes qui ont des troubles alimentaires et du coup, ils vont pas prendre de traitement alors qu'ils en auraient peut-être besoin. Et il existe quand même des antidépresseurs qui ne font pas prendre de poids et puis après, chaque personne est différente. Un traitement, c'est pas un engagement à vie. Oui, en plus. Tu vois, tu peux très bien dire avec le médecin, bon bah deal, entre guillemets, on se laisse 3 mois. Voilà, exactement. Et volontairement, je dis pas une semaine, parce qu'un antidépresseur, ça met 1 mois et demi à faire effet. C'est ça, voilà. Mais on peut dire, on se laisse 3 mois, et si dans 3 mois, il y a aucune différence, ou alors si j'ai repris du poids, mais sans avoir rien changé à côté, entre guillemets, et que ça me terrifie, on arrête en fait, c'est ok. Exactement, ouais. Et je pense qu'on est sorti quand même pas mal de la médecine assez paternaliste où c'est le médecin qui prescrit et qui décide complètement. C'est vrai que maintenant c'est vraiment main dans la main avec le thérapeute. De toute façon, le thérapeute, c'est pas lui qui est à prendre les médicaments. Oui. Si le patient veut pas les prendre, il les prendra pas. Exactement. Donc on a bien plus intérêt à bosser sur l'alliance thérapeutique, à expliquer les mécanismes des traitements, à expliquer les bienfaits qu'on peut en attendre aussi. Pour accompagner et laisser le choix aux patients que d'aller dire allez, tu repars d'ici, ordonnance, sans comprendre pourquoi on te le donne et toi t'es terrorisé de reprendre du poids ou de perdre le contrôle. Oui, ça c'est un argument. La deuxième plus grande peur, c'est la perte de contrôle.
Ouais. Les traitements antidépresseurs, anxiolytiques ne changent pas ta personnalité. Non, pas du tout. Mais alors moi, j'en ai pris pendant 4 ans des anxiolytiques. Ça n'a pas changé ma personnalité. Et moi, parce qu'on me le demande très souvent, quelle est ma vision des médicaments, parce que, dans ma communauté, les gens en ont vachement peur. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que, franchement, en fait, c'est une béquille. Il faut vraiment le voir comme une béquille. Et que, en fait, ça a été temporaire pour moi. J'en prends plus aujourd'hui. Et moi, ça m'a vraiment aidé. Et en fait, est-ce que tu peux dire justement, on va commencer sur les antidépresseurs vu qu'on a parlé que de ça pour l'instant. Ouais. En quoi ça aide la personne qui a des troubles alimentaires? Alors, donc du coup, déjà, c'est prescrit s'il y a les bonnes indications, entre guillemets. Ça ne va pas aider la personne qui a un TCA s'il n'y a pas de dépression associée, qu'il n'y a pas de trouble anxieux associé, sévère ou de TOC, première chose. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux dire aussi, parce que moi, je me rappelle que quand j'ai pris des antidépresseurs, je disais, mais je souffre pas de dépression. Et la psychiatre m'avait dit, mais il faut pas forcément souffrir de dépression pour prendre un antidépresseur. Le nom est parfois un peu galvaudé et que une personne anxieuse peut en prendre, quoi. Complètement. En fait, les traitements antidépresseurs ne sont pas du tout donnés que dans la dépression. Alors oui, c'est l'indication principale, mais c'est pas du tout la seule indication. Et si par exemple, je prends la famille d'antidépresseurs que je citais tout à l'heure, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine, puisque c'est ceux-là qui sont prescrits souvent dans le TCA, les indications, ça va être dépression, ça va être plusieurs types de troubles anxieux différents, notamment le trouble panique, le fait de faire des crises d'angoisse, etc. Le trouble anxieux généralisé, ce qu'on appelle le TAG. Donc ça, on peut avoir un TAG sans avoir de dépression et être sous antidépresseur. C'est donné dans les TOC et à partir de 6 ans dans les TOC. Punaise. Ouais. C'est donné dans les TCA et notamment la fluoxétine à des dosages importants dans la boulimie aussi. Okay. Pourquoi? Parce que en fait, le but de l'antidépresseur, c'est aussi de diminuer les ruminations anxieuses, les pensées qui tournent en boucle dans la tête. Et donc, on sait dans la boulimie que ça peut avoir un impact sur la réduction de la fréquence et de l'intensité des crises. Et ça se donne aussi dans le trauma, dans certains cas, dans des cas très spécifiques, mais ça peut se donner dans le trauma, même s'il n'y a pas de dépression associée. Donc, on peut très bien avoir un antidépresseur sans être déprimé. C'est hyper important parce que du coup, parfois il y a des gens qui se disent non, mais en fait, du coup, je suis pas légitime. Ouais. Alors si, c'est le nom du médicament qui est pas hyper légitime. Au même titre que parfois, dans les TCA, on va donner ce qu'on appelle de l'Abilify, du Risperdal ou de la quetiapine, qui sont des antipsychotiques. Ok, oui. Puis, on rentre la grande classe médicamenteuse, c'est antipsychotique. L'idée, c'est pas de dire tu es psychotique, donc on te donne un antipsychotique. C'est qu'en fait, ces médicaments-là ont d'autres indications que la psychose. Notamment, tu vois, quand il y a beaucoup de rigidité, ça permet d'apaiser, de soulager les angoisses. Parfois, il y a des pensées obsessionnelles qui sont tellement envahissantes qu'elles sont presque délirantes. Et donc, on peut mettre un antipsychotique à ces moments-là, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on est en train de dire on te prescrit ça parce que t'es schizophrène. Mais oui. Et sans aller non plus stigmatiser la schizophrénie. Mais c'est une maladie. Et donc, il y a plein de gens qui me disent mais je veux pas prendre ça parce que je suis pas schizophrène. Bah évidemment. Mais si je te le propose, c'est pas que je pense en cachette que tu as un trouble psychotique et que je veux pas te le dire, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres indications. Et pareil, encore une fois, sur la question du traitement, pour moi, le plus important, c'est de faire confiance à la personne qui te le prescrit et qu'elle te l'explique et que tu puisses poser tes questions. Carrément. Donc voilà, en gros, les grandes familles, ça va être antidépresseurs, quand il y a de la dépression associée, de l'anxiété associée, des TOC associés. Ça va être anxiolytique, ponctuellement, quand il y a des crises d'angoisse, par exemple, où tu vois, je sais qu'en hospitalier, il y a des jeunes qui étaient aphagiques, qui ne mangeaient pas, tellement ils étaient angoissés au moment du repas. Sur les débuts de renutrition, dans ces cas-là, on va tendance à proposer un anxiolytique un quart d'heure, une demi-heure avant le repas, pour apaiser un peu et permettre éventuellement un repas plus apaisé, tu vois. Et moins douloureux. Après, les anxiolytiques, c'est un peu un pansement, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va soulager l'anxiété à très court terme. Ça va marcher pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures. Donc, c'est utile dans des situations de crise. Mais par contre, si on a besoin, pour soulager son angoisse, d'en prendre tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est que probablement on aura intérêt à discuter avec la personne qui nous prescrit et à demander plutôt si ça serait pas utile d'avoir un antidépresseur. Et aussi, c'est important de dire que dans tous les cas, je le dis, mais genre les médicaments, c'est pas comme t'as dit solution magique, c'est que c'est une béquille en plus, mais à côté, il faut bien quand même faire le travail thérapeutique, travailler sur tout ça, parce que il y en a qui prennent ça et qui se disent, c'est bon en fait. C'est vraiment complémentaire. Voilà. C'est pas suffisant. Et déjà, quand on prend des chiffres comme la dépression,
tu vois, sans être spécifiquement dans le trouble du comportement alimentaire. On sait que en gros, dans la dépression, les antidép, c'est 50% au max du travail, entre guillemets, et que le reste, pour aller mieux, c'est la psychothérapie. Bah oui. Et donc là, c'est vraiment en plus un peu le cas de référence, tu vois. Dans le TCA, qui est encore plus spécifique, se dire que le traitement va tout faire et que du coup, à côté, pas la peine de faire d'efforts, entre guillemets, c'est une pensée magique. Alors, c'est normal de l'avoir. Hein. Il y a des... évidemment qu'on préférerait prendre juste un médicament et que ça soulage les choses, quoi. Mais là, c'est de l'ordre un peu de la pensée magique, on va dire. Et non, ça sera jamais suffisant. Et du coup, ça ne change pas la personnalité. Oui. Ça ne peut pas te faire manger alors que tu ne veux pas manger. Tu ne perds pas le contrôle. Tu ne perds pas du tout le contrôle. Ça se saurait, sinon, si ça permettait. Alors lâcher prise comme ça. Hein. Et moi, juste pour rassurer peut-être certaines personnes, j'ai souvent eu des témoignages de personnes de ma communauté, donc qui ont des troubles alimentaires, qui m'ont dit qu'avec les antidépresseurs ou avec les anxiolytiques, enfin, je connais que ça, mais peut-être qu'il y a d'autres, mais en tout cas, ça les a vraiment aidés, ça les a soulagés, ça a été une aide en plus, en fait. Oui. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est qu'il faut avoir le cerveau quand même disponible. Exactement. Pour la psychothérapie associée et le travail de la partie immergée de l'iceberg. Et au même titre que quand t'es complètement dénutri, bah t'es pas hyper disponible. Donc c'est pas le moment où tu vas faire des séances de psychothérapie intense parce qu'il y a un ralentissement psychomoteur, etc. du fait de la dénutrition sévère. Bah c'est la même chose en fait quand tu es ultra envahi. Le travail il est aussi souvent plus superficiel parce qu'on a du mal à passer un peu derrière les couches de tout ce qui est envahissant quoi. Pour moi, dans certains cas, le traitement ça permet d'apporter un peu de clarté entre guillemets et de rendre du coup le traitement à côté plus efficace. Le traitement autre non médicamenteux, tu vois. Et par rapport juste aux questions dépendance, accoutumance, tout ça, parce que je pense que c'est important d'en dire un mot. Les antidépresseurs qu'on va prescrire dans ce cadre-là, fluoxétine, sertraline, etc., sont des médicaments qui ne génèrent pas d'addiction. Il peut y avoir une sorte de syndrome de sevrage quand on arrête pendant quelques jours, de type un peu de maux de ventre, un peu de nausées, etc., qui sont les mêmes que quand on l'introduit, en fait. Mais par contre, on va jamais avoir un syndrome de manque avec, tu vois, comme un manque à l'alcool, des tremblements, des sueurs, des nausées, etc. À condition de l'arrêter en étant accompagné. À condition de pas l'arrêter n'importe comment. Exactement. Mais même si, entre guillemets, même si tu l'arrêtes n'importe comment, le risque, c'est plutôt que t'aies les idées noires et anxieuses, etc., qui reviennent en effet un peu boomerang, mais t'auras pas un syndrome de manque physique, tu vois. Ce qui est pas le cas de plein d'autres antidépresseurs. Donc c'est pour ça que pareil, il faut bien discuter quelle molécule on met, etc. Il y a des antidépresseurs, on sait qu'à l'arrêt, c'est compliqué. Il faut faire un jour sur 2, puis un jour sur 3, puis un jour sur 4, etc. C'est pas le cas. Ceux qu'on va prescrire à 15 ans, évidemment, si on crée des addictions en plus, c'est quand même carrément nocif. Alors que par contre, la plupart des anxiolytiques qu'on va avoir tendance à prendre, ils font partie de la famille des benzodiazépines. Donc ça va être du Xanax, ça va être du Lysanxia, de l'Ixomil, etc. Et ceux-là, pour le coup, génèrent des addictions. Donc on a bien... J'ai eu 4 ans pour ça. Ok, bah tu vois. Et en fait, il y a bien plus souvent intérêt, si on a besoin de prendre des anxiolytiques tout le temps, de se dire le problème, il est de fond. Prendre un anxiolytique, c'est un pansement. C'est comme prendre un Doliprane quand on a de la fièvre. C'est important, hein. Ça apaise. Mais par contre, si on a une infection et qu'on a besoin d'antibio, tu peux prendre tout le Doliprane que tu veux, ça réglera pas le problème. Et il vaut mieux, moi je trouve, même si ça fait peur, avoir recours aux antidépresseurs. Plutôt que, en fait, prendre des anxiolytiques, on se dit c'est pas grave. Parce que, clairement, tout le monde se dit c'est ok de prendre un Xanax, quoi. Enfin, il y a beaucoup de gens, pas tout le monde. C'est vachement banalisé, tu vois, quand tu regardes les séries américaines, quand tu regardes Sex and the City, on va appeler un petit Xanax et puis tout est reparti, quoi. Oui, c'est vrai. Tu les vois pas prendre un antidépresseur, hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah, ils auraient carrément mieux fait. Probablement. Donc voilà, non, mais c'est pour ça, l'idée, c'est de pas diaboliser non plus les anxiolytiques, ça a une utilité. Mais parfois, il vaut mieux en fait avoir un traitement de fond et qu'il y a moins d'effets secondaires, quoi. Carrément. Mais toujours en faisant un examen avec un médecin avant et parce qu'il peut y avoir, les antidépresseurs ont aussi des effets indésirables. Donc il faut que ça soit suivi. Bien cadré, c'est ça. Il y a des contre-indications, donc voilà. C'est pas réglementé, mais ça peut être un soutien mais qui est pas magique. Voilà, exactement. Je poursuis parce qu'il nous reste une petite demi-heure. Comme je disais, je pense pas qu'on pourra parler de tout. Moi, j'avais mis mes propres questions parce que du coup, je me suis dit, qui sont en lien évidemment avec le trouble alimentaire.
J'avais mis, est-ce que tu as remarqué au fil de ton expérience avec les patients qui ont des troubles alimentaires, un lien entre troubles alimentaires, peur de grandir et relations fusionnelles avec les parents? Fusionnelles ou en tout cas il y a un truc à travailler avec les parents. Ouais, bah oui. Alors évidemment, et ça je pense que c'est vraiment étudié. Enfin voilà, on sait que il y a un lien avant la maladie parfois, pendant la maladie parfois, après la maladie, qui vient être chamboulé complètement et qui peut créer de la fusion ou au contraire pas mal de réactance, etc. Je vais faire un peu dans l'ordre, c'est-à-dire peur de grandir d'abord et relations parentales et familiales après. La peur de grandir, c'est une angoisse qu'on retrouve fréquemment chez les jeunes qui ont un trouble du comportement alimentaire, notamment quand c'est un TCA prépubère. En fait, parce qu'il y a de plus en plus de TCA avant la puberté. Ouais. Les chiffres sont vraiment en augmentation. Et en fait, c'est pas du tout la même chose puisqu'il n'y a pas encore eu, du coup, le développement des règles, etc. Et avoir un TCA prépubère peut avoir des conséquences qui sont plus importantes après sur la fertilité, etc. Et donc, du coup, les jeunes qu'on voit dans ce cadre-là, souvent, nous disent, en fait, le fait de me priver de l'alimentation empêche le développement de la poitrine, empêche le développement des caractères sexuels secondaires. C'est normal, parce que quand t'es dénutri, t'es en mode économie d'énergie. Économie d'énergie complète. Enfin, t'as dit, tu dois le savoir bien mieux que moi. T'as froid, t'arrives même plus à te réchauffer, etc. Pourquoi? Parce que, en fait, tes mains, finalement, et tes membres et tes extrémités, c'est accessoire à côté de ton cerveau, ton cœur et ton tube digestif, quoi. Donc, en fait, clairement, c'est pas une priorité que d'aller faire pousser ta poitrine. Entre guillemets. Et donc du coup, il peut y avoir, et il y a très régulièrement quand même des jeunes qui me disent voilà, l'anorexie me maintient entre guillemets dans un corps qui est encore asexué. Et donc ça peut être la peur de grandir, ça peut être la peur de l'accès à la sexualité. On vit dans un pays quand même où en fait tu sors dans la rue, tu te fais siffler. Ça rend l'image au corps et à la féminité quand même assez compliquée. C'est clair, ouais. C'est déjà compliqué en fait à 34 ans. Tu vois, quand je me fais siffler, je sais même pas comment réagir. Ouais, je suis d'accord. Alors t'imagines quand t'as 11 ans ou 12 ans. Ouais. Et donc il y a ce truc-là. Ça, c'est première chose. Et puis après, par rapport à la famille, aux liens fusionnels, etc. Alors moi, je suis pas du tout dans ces trucs de tout est la faute de la mère. Ouais, c'est clair. C'est hyper culpabilisant. Surtout que les parents eux-mêmes, on n'a même pas besoin de leur dire ça, ils le pensent alors que ce n'est pas vrai, mais souvent c'est la première réflexion qu'ils vont se faire, quoi. Ah bah bien sûr, et il y a combien de parents me disent mais moi on m'a dit que c'était de ma faute parce que j'étais encore aujourd'hui. Ah oui, encore aujourd'hui, bien sûr, parce que je suis trop surprotecteur, mais en fait, c'est facile de dire ça quand on n'a pas un enfant qui est malade en fait. Ouais, c'est clair. Quand ton enfant, il est ou ton ado, il est à la limite de la réanimation, que on est en train de se dire est-ce qu'il faut une sonde nasogastrique ou pas pour l'aider à s'alimenter, que la fréquence cardiaque elle descend en dessous de 30 la nuit. Évidemment que ça génère en fait de la fusion et de la peur extrême de perdre son enfant en fait, et que ça change le lien, tu vois. Hyper dur pour les parents. Bah bien sûr, et donc du coup d'aller leur dire, tu vois, en hospitalisation, les parents nous disent est-ce que alors c'est compliqué parce que la séparation fait aussi partie de l'accompagnement. Parce que la séparation permet de faire émerger des ressources qu'on a. Ça dépend l'âge quand même, non? Ouais, ça dépend l'âge. Moi, je trouve quand moi, j'ai des personnes, encore une fois, dans ma communauté, ils ont 13-14 ans, ils sont séparés de leurs parents. Je trouve ça très jeune, en fait. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Tu m'aurais dit 11 ans, 10, 11 ans, on fait pas de séparation, évidemment, à cet âge-là. 13-14 ans, t'es déjà souvent un ado. Mais si on voit que c'est dur pour la personne, est-ce qu'il faut quand même insister? Alors, l'idée, c'est que la séparation, elle est censée être encadrée et contrôlée. Tu fais pas des séparations n'importe où. Tu vois, moi, dans le service où je bossais, en pédiatrie, on faisait pas de séparation totale, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on n'est pas assez en nombre pour pouvoir accompagner le jeune pendant la séparation. Voilà, c'est ça. Faut que de l'autre côté, il y ait une bonne un bon accompagnement. Si c'est, tu vois, il y a certains services qui font la séparation, le jeune, il est dans sa chambre toute la journée tout seul. En fait, on est plus sur de la maltraitance que sur de la séparation. Ça n'a pas d'intérêt thérapeutique. Alors que tu vois, le service, nous, de Rouen, de psychopathologie de l'adolescent, donc où je suis passée comme interne, il y a un vrai contrat de séparation avec un contrat de poids. C'est hyper dur, mais ça vient mobiliser plein de choses. Mais les conditions pour ça, c'est que les jeunes, ils aient des médiations thérapeutiques, pas juste de l'occupationnel, c'est pas on fait des bracelets brésiliens. Non mais qu'ils aient des médiations thérapeutiques matin et après-midi, qu'ils aient des consultations médicales, qu'ils aient, des consultations psycho, etc. Et pendant la séparation, les parents, ils sont vus toutes les semaines. Voilà, ok.
Mais du coup, j'avais pas ce contexte-là parce que moi, j'ai une maman qui m'avait contactée où sa fille, elle était séparée, mais elle voyait personne, vraiment personne. Et elle avait 13 ans. Et moi, je trouvais ça violent quand même. Et la fille arrêtait pas de dire quand est-ce que je sors, j'en peux plus. Et on lui disait tant que tu remanges pas, tu ressors pas. Non, mais c'est hyper, voilà, ça, tu vois, typiquement, c'est hyper culpabilisant. Sur l'unité où je bossais, par exemple, tu vois, il y a un contrat de poids pour la séparation avec des paliers. T'en penses quoi des contrats de poids? Alors, ça dépend. En fait, je trouve que c'est intéressant s'il est bien appliqué. Tu vois. Ok. C'est-à-dire que nous, c'était des contrats de poids avec... Après, bon, il y a toujours des choses qui sont perfectibles et si moi je le faisais, je pense que je le ferais pas exactement comme il était fait. Mais en tout cas, c'était à tel palier de poids, entre guillemets, t'as accès à ton courrier, à tel palier, t'as accès aux appels, etc. Sauf qu'en fait, il y a quand même là-dedans une certaine flexibilité. C'est-à-dire que la séparation totale, il y a une durée max, en fait. Ok, oui. Qui va être d'un mois où, tu vois, on va jamais te dire, tant que tu n'as pas atteint ce point-là, tu ne verras plus tes parents. Si ça dure 1 an, en fait, là, on est dans on est dans la maltraitance. Oui. Et après, le contrat de poids, bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, je trouve que ça permet quand même de faire émerger pas mal de choses et d'avoir des objectifs, en fait, qui peuvent être rassurants. À côté de ça, parfois, ça peut être décourageant. Donc, il faut que le contrat de poids, il soit fait. Tu vois, nous, c'était des pédiatres qui le faisaient avec le carnet de santé, la courbe de poids, etc. C'était pas fait de façon aléatoire ou de façon, tiens, il faut. C'est pas le même pour tout le monde, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, parce qu'il y a des hôpitaux, c'est comme ça. Hein. C'est t'arrives à tel IMC. Bah moi, c'était comme ça. En réalité, ils étaient pas hyper rigides là-dessus, mais je sais que c'était plus sur l'IMC. À l'IMC, un tel, tu fais ça, tu peux avoir telle permission, etc. Personnellement, en tant qu'ex-patiente, je trouve que ça fait limite un peu chantage. En fait, c'est quand même une maladie où on est censé nous apprendre à nous s'éloigner des chiffres et en fait ça met encore la pression de fou sur les chiffres et le pire c'est que tu sais il y avait ce truc de à tel IMC tu peux sortir et du coup toi en tant que malade dans ta tête tu te dis à tel IMC je suis guéri, ce qui n'est pas vrai, tu ne sors pas de l'hôpital quand t'es guéri, mais tu fais quand même ce truc là et en fait quand tu dépasses cet IMC là tu te dis c'est trop. Ouais, bien sûr. Nous, on parlait de poids de sécurité. En fait, déjà, c'était pas une question d'IMC. C'était pas du tout. Il faut que t'aies 18 d'IMC ou 18,5 d'IMC, être revenu dans la norme, etc. C'était vraiment les pédiatres. Alors là, je saurais pas expliquer comment ils calculaient. Bon, c'est pas non plus un calcul de certitude, mais en tout cas, ils prenaient vraiment le temps. Et avec, tu vois, les courbes de poids, etc. Parce qu'en fait, t'as quelqu'un qui est au-dessus des courbes depuis la naissance aura pas le même poids de sécurité que quelqu'un qui est dans la maigreur constitutionnelle, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire, c'est pas un certain IMC que tu sors, c'est pour toi à un poids de sécurité, c'est-à-dire poids au-dessus duquel tu n'as pas du tout fini t'es pas guéri du tout à ce point-là, mais par contre, ton corps n'est plus en danger vital. En fait, tu peux mener une journée dehors, sortir avec tes amis, sans que la dépense énergétique que ça entraîne génère un risque, tu vois, de malaise, d'arrêt cardiaque, de choses comme ça. Et donc, c'est pour ça, pour moi, c'est logique qu'il y ait un poids de sécurité et qu'on dise en dessous de ça, tu sortes pas. Parce qu'en fait, de te laisser sortir, si t'es en dessous d'un poids dans lequel si t'es pas en sécurité, quoi, c'est pas le rôle de l'hôpital. Le rôle de l'hôpital, c'est de protéger, tu vois. Mais à côté de ça, je suis d'accord que c'était hyper compliqué parce que en hospice, quand les jeunes sont en dénutrition sévère, on prend les constantes tous les jours, parfois même scopées en continu. C'est des chiffres encore, hein. Alors c'est pas les mêmes, mais ça va être la fréquence cardiaque. Et tout tourne autour de à combien j'étais cette nuit, etc. Et puis ton repas, il est rythmé par les repas matin, midi, soir, par la pause de la sonde, éventuellement matin, midi, soir, et combien on te met de millilitres dans chaque bolus de sonde, etc. Donc on accompagne à se décentrer des chiffres en ne se focalisant que sur les chiffres qui nous permettent, nous, d'être un outil de mesure. Donc c'est hyper compliqué. Oui, je me doute que ça doit être dur de trouver le juste milieu, quoi. Voilà. Ok, et du coup, en fait, on a complètement dévié puisqu'on parlait quand même de la peur de grandir, mais c'est moi, parce que je t'ai demandé ce que tu pensais des contrats de poids et tout. Mais c'est juste parce qu'en fait, t'as dit la peur de grandir, notamment chez les personnes quand c'est prépubère, etc. Mais en vrai, alors moi, dans ma communauté, j'ai quand même pas mal de personnes plus autour de 25, 30 ans, 35, tout ça. Il y a quand même cette peur de grandir, et moi, j'avais beaucoup cette peur de grandir, mais et pourtant, je l'ai eu mes TCA après ma puberté. Mais en fait, il y a un peu ce truc de peur de grandir, même si on est déjà grand, peur de devenir adulte, même si on est déjà adulte, parce que le côté, encore une fois, perfectionniste, peur de pas savoir gérer toutes les responsabilités, peur de pas savoir tout gérer sa vie parfaitement. Il y a ce côté-là, je trouve, qui est travailler. Alors, c'est très vaste quand je dis travailler, mais évoluer son état d'esprit là-dessus quand même.
Et ça fait partie de, tu vois, des facteurs de vulnérabilité. En fait, quand tout à l'heure on parlait des traits de personnalité, le fait d'avoir une personnalité, soit donc ce que nous on appelle obsessionnel médicalement, mais qu'on va dire plutôt perfectionniste, pour que ça soit compréhensible, soit d'avoir une personnalité plutôt dépendante. On a besoin de l'autre pour se revaloriser, pour décider, etc. C'est des choses qui sont des facteurs de vulnérabilité. Et donc ça, si tu travailles pas dessus, entre guillemets, que t'aies 10 ans ou 30 ans, ou 50, tu peux toujours avoir ces traits-là et donc cette peur-là de grandir, etc. C'est ça. Et travailler dessus, c'est pas non plus solutionner tout. Dans le sens où, tu vois, ça je le dis aussi parce que parfois les gens se disent mais moi je suis encore perfectionniste et tout donc j'arriverai jamais. Je suis sortie des troubles alimentaires totalement, mais alors je suis toujours perfectionniste. Plus sur les mêmes choses, j'arrive quand même à plus relativiser, etc. Mais je reste une personne anxieuse, une personne perfectionniste et en fait c'est juste de moins se mettre la pression de il faut pas tout solutionner et être parfait sur c'est ça. C'est plus, en fait, la quête de perfection, vraiment, le 100% qui est compliqué, mais de toute façon, c'est pas un défaut, en fait, de vouloir bien faire. Et c'est vrai que, tu vois, quand on a des jeunes qui sont dans le surinvestissement scolaire, c'est compliqué de leur expliquer la nuance entre vouloir bien faire, être un bon élève, etc., qui est une qualité, en fait, et être dans l'hyper-investissement. C'est ça. En fait, pas au détriment de ta santé, quoi. C'est ça. Mais le fait d'être perfectionniste, entre guillemets, toi, je sais pas quel âge t'as, Mathilde, mais... Bientôt 30. Bientôt 30, en fait, c'est pas un défaut, tu vois. C'est ça qui fait aussi, c'est un trait de ta personnalité qui fait aussi que, là, en fait, toi, peut-être, t'es sur les réseaux, t'as envie de... c'est quand même des trucs qui sont pas du tout que négatifs, quoi. Carrément, exactement. Donc, non, l'idée, c'est pas de vous dire, il faut plus du tout accorder de l'importance à rien et lâcher prise dans tout. Et, tu changes pas ta personnalité pour guérir, quoi. Carrément. Ah, ça, j'avais une autre question aussi, que même des parents parfois me posent, c'est comment expliquer à une personne qui est malade qu'elle est en danger? Enfin, comment tu expliques le fait que les personnes qui sont malades, elle sait qu'elle est en danger, mais elle ressent pas l'urgence, en fait. Tu vois, elle sait qu'elle est en mauvaise santé, mais elle se dit pas non plus, moi, tu vois, par exemple, les médecins m'avaient souvent dit, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est grave, etc. Et je me disais, mais ils en rajoutent, quoi. Ouais. Alors il y a plusieurs choses pour ça, mais déjà en fait là, donc typiquement toi dans l'anorexie, il y avait une peur intense de reprendre du poids. Je pense tellement intense que parfois, vraiment, on pose la question à un jeune, dis-moi, est-ce que tu as plus peur de grossir ou plus peur de mourir? En fait, il va y avoir plus peur de grossir. Moi, j'avais dit au médecin, je préfère mourir que prendre 100 grammes. Ouais. Bon, et vraiment, j'ai pensé à ce moment-là. Ouais. Oui, ça montre bien à quel point t'étais malade à ce moment-là, en fait. Mais tu vois, si du coup la peur de grossir, elle est plus importante que la peur de mourir, en fait, l'urgence, c'est quelque chose qui est relatif aussi. Donc même si c'est pas du tout rationnel, hein. Et on sait que du coup, tu vois, quand il y a de la famine, par exemple, la perception du risque, elle est altérée. Ok. En fait là, c'est pareil. Je pense que dans la dénutrition, la perception du risque, elle est aussi altérée. Il y a des questions, voilà, tu vois, de qu'est-ce qui est plus important entre guillemets, qu'est-ce qui l'est moins, et on se rend compte que c'est grave. Mais la phobie de prendre du poids est tellement importante et éclipse complètement tout le reste qu'en fait, ça passe au second plan. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a dit déjà tout à l'heure, il y a plein de modifications au niveau cérébral. Tu vas notamment avoir des manifestations, tu vois, des modifications au niveau de la faim, de la satiété, des choses comme ça. Et donc, en fait, tu perçois plus de la même façon non plus les signaux d'urgence, je pense. Parce que, t'es en mode économie d'énergie. Il faut te focaliser sur quelque chose. T'es focalisé complètement sur la perte de poids ou les apports alimentaires ou les pesées ou les compulsions alimentaires, etc. Et du coup, tu traites en fait beaucoup moins bien tout ce qui est faim, tout ce qui est satiété et tout ce qui est danger. Ouais. Ok. Bon, après, c'est schématiquement, hein, tu vois, mais... Ouais. Ok. Ah oui, puis attends, un truc bête aussi, quand même, mais qui est important à dire, quand il y a plein de dysmorphophobie. Oui. Et que tu te vois pas du tout aussi dénutri que tu l'es. Oui, c'est ça. En fait, tu te vois pas en danger. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est hyper dur pour les proches, ça. Ouais, bien sûr. C'est vraiment parce que les proches, eux, ont le côté rationnel pour le coup. Ouais. Et du coup, ils ont vraiment ce truc de vraiment cette sensation de voir leurs proches se détruire sans rien pouvoir faire, quoi, sans puissance, quoi. C'est hyper difficile. Hein. Carrément. Je vois que le temps tourne vraiment et qu'on a plus beaucoup de questions. J'aimerais bien parler. Tu vois, je sais justement que dans les hospitalisations TCA, il y a un protocole très strict entre guillemets par rapport au téléphone. Nous, on avait le droit que 30 minutes par jour. Personnellement, moi j'ai trouvé ça super, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a un protocole vis-à-vis de ça
premièrement. Ouais, bah alors après je vais parler de ce que moi je connais. Alors je sais pas si c'est pareil partout ou pas, mais donc moi le service où j'étais et le service spécialisé TCA, c'était 0 téléphone. Ok. Il y avait pas de téléphone portable. Comment? Pourquoi? Bah alors déjà c'était beaucoup plus facile entre guillemets à gérer parce que quand tu veux contrôler entre guillemets les interactions avec l'extérieur pour mobiliser les ressources internes, si t'es sur ton téléphone toute la journée, en fait c'est comme si t'étais dans le milieu extérieur, tu vois. S'il y a une relation, par exemple, je prends un exemple typique, mais qui nous arrive quand même régulièrement, t'as des personnes qui sont dans des relations sous emprise, en étant dans le TCA. Tu vois, par exemple, un conjoint ou un copain qui, de façon assez insidieuse, c'est le principe de l'emprise, va te faire des remarques sur ton corps, sur ton poids, etc., etc. Quand t'es en plein dedans, tu t'en rends pas compte. Quand tu prends de la distance par rapport à cette relation, c'est souvent là que tu arrives à mettre le mot d'emprise, tu vois, et à travailler dessus. Et donc, en fait, chaque personne est différente et évidemment que tout le monde n'est pas concerné par ça. Mais c'est juste un exemple pour montrer que finalement, c'est peut-être plus facile entre guillemets de dire pas de téléphone. Comme ça on arrête parce que bon nous on est avec des ados donc elle est contrôlée et tout, c'est quand même pas toujours évident. J'imagine. Donc il y a ce premier truc là. Deuxième truc c'est que je trouve qu'effectivement t'es à l'hôpital pour aller avancer sur des choses et bosser sur des choses entre guillemets. Et si tu remets exactement en place tout ton environnement extérieur, que ça soit ton téléphone, que ça soit les visites, etc. On continue. En fait finalement il y a moins d'intérêt et en tout cas je trouve ça moins intéressant. Et puis on va pas se mentir, le téléphone portable, et pas le téléphone, l'appareil en lui-même, mais les réseaux sociaux, sont un facteur qui participe énormément au développement et au maintien des troubles du comportement alimentaire, avec en plus un effet bubble un peu, donc en fait quand tu regardes ça, on ne propose plus que ça. Et donc tu vois, il y a des études, moi je sais que j'avais fait une biblio sur un article qui s'appelait « Comment l'aptitude à critiquer les médias protège des troubles du comportement alimentaire ». Et donc en gros, c'était comment t'apprends à des jeunes à critiquer ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Leur esprit critique. À développer leur esprit critique et avec ensuite une étude sur le développement de troubles du comportement alimentaire, etc. Et ça montrait vraiment une réduction significative du développement de TCA. Donc on sait que les réseaux sociaux, c'est un facteur au moins de maintien, si ce n'est parfois de déclenchement. Mais tu vois. Alors encore une fois, c'est pas le seul facteur. Tenir juste les réseaux sociaux comme responsable, c'est se voiler la face et la laisser éviter de bosser sur des trucs plus lourds. Mais si t'as les facteurs de vulnérabilité et que les réseaux sociaux sont le déclencheur, finalement te mettre à distance des réseaux sociaux et t'apprendre à t'en protéger, c'est aussi un moyen de t'accompagner. C'est énorme, tu vois. Et au-delà des réseaux sociaux, en plus de ça, moi, à l'époque, personnellement, je faisais des recherches sur tout ce que je mangeais, le nombre de calories qu'il y avait, etc. Et en fait, si j'avais eu mon portable, j'aurais calculé toute la journée ce qu'on me donnait en fait à l'hôpital. Bien sûr. J'aurais fait des recherches sur ça et sur les réseaux sociaux, au-delà même des comptes de recovery qu'on peut voir qui parfois sont pas hyper bien ou même juste d'autres comptes qui mettent en avant, on va dire, l'activité physique, les pertes de poids et compagnie. Il y a aussi quand même le côté, même moi qui ne suis pas malade aujourd'hui, je peux le ressentir de voir parfois des gens, mais genre ils ont l'air d'avoir une famille parfaite, ils ont l'air d'avoir un métier trop bien, ils ont l'air d'avoir une maison nickel. Et en fait, moi j'ai rien de tout ça. Surtout des gens qui sont perfectionnistes et qui ont tendance à se comparer. Mais même moi, encore aujourd'hui, je me mets une politique de restriction de réseaux sociaux parce que je sais que quand je suis trop dessus, mais ça me met du brouillard sur la tête, quoi. Bien sûr. Et en fait, donc, je trouve ça mieux, quoi. T'es dans la comparaison. Exactement. En permanence. Mais et puis tu l'as dit bien, surtout, sur la maison bien rangée, sur la parentalité et l'enfant qui a l'air parfait. L'enfant que tu vois 1 minute dans un réel, 3 minutes après, il peut être en train de faire une colère énorme. Et ça, on le montre pas. Bien sûr que non, c'est une photographie à l'instant T, les réseaux que tu choisis et que tu peux en plus améliorer. Alors, je veux dire, quand tu reprends quand même toutes les applis maintenant qui permettent de t'affiner, de t'allonger, de machin de trucs, tu sais même pas si ce que tu vois en plus c'est vraiment la réalité ou pas. Mais oui, c'est ça. Et donc quand t'es en plus fragile par rapport à la comparaison à l'autre, parce que t'as une estime de toi peut-être qui est pas hyper solide, etc., les réseaux, quand même, ça a un impact négatif. Et donc, du coup, apprendre à s'en protéger, moi, je trouve que c'est un moyen de lutter
pour sa santé mentale, quelle qu'elle soit, TCA ou pas TCA. Et tu vois, c'est pour ça que moi j'ai créé un compte sur les réseaux en fait. C'est que je me suis dit, on a aussi besoin de parler de trucs fiables concernant la santé mentale et d'aller diluer entre guillemets un peu le contenu de mauvaise qualité et d'aller débunker un peu toutes les fake meds et compagnie. Donc il peut y avoir un usage évidemment raisonné et intelligent des réseaux. Enfin moi ça me sert pour plein de trucs, j'adore. Mais à côté de ça, voilà, l'idée c'est d'arriver à réglementer un peu l'usage. Et donc moi souvent, tu vois, en consulte, j'ai des jeunes qui m'amènent leur portable. Et alors là, on n'est plus dans le cadre hospitalier, hein, ils le font vraiment volontairement. Et on se pose à côté et on regarde ensemble. Alors moi je trouve que c'est une confiance qu'on m'accorde qui est absolument dingue. J'avoue. Parce que te laisser rentrer dans l'intimité de tes réseaux, c'est quand même un truc assez fou. Je suis d'accord. Mais en fait, on va faire ensemble du tri sur le feed, tu vois. Trop bien. On va aller mettre des mots-clés. C'est génial. Des mots-clés bannis un peu sur TikTok, tu vois, tu peux le faire. Et pour éviter de retomber sans cesse sur du contenu ultra pro TCA. Déjà, ça m'énerve en fait parce que le TCA c'est une maladie, c'est comme si tu faisais du contenu pro cancer quoi. C'est ouf. Les 10 meilleures astuces pour avoir un cancer quoi. Ça viendra à l'esprit de personne en fait. Ça me rend ouf. C'est ça, moi aussi. Mais c'est pour ça que moi vraiment, je sais que c'est pas facile et je pense d'autant plus pour les encore plus jeunes, enfin genre les ados et tout, mais de vraiment se mettre soi-même une politique stricte sur l'utilisation du téléphone quoi. Moi je me mets vraiment une limite de temps. L'iPhone permet ça et en fait juste ça coupe mes réseaux notamment le soir parce que souvent on se pollue le soir à scroller et compagnie. Je pense que c'est vraiment important pour la santé mentale en général quoi et donc pour la guérison. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, écoute, j'avais plein d'autres questions, pas tant que ça en vrai, mais il y en avait encore quelques autres. Mais bon là franchement on va être trop serré surtout qu'on a vraiment tous les deux des trucs prévus juste après donc on va s'arrêter là. Écoute, si les gens ont plein d'autres questions, on fera un deuxième épisode. Mais oui, et puis voilà. Franchement, si on arrive à se trouver un créneau, moi c'est avec plaisir. Mais en tout cas, merci. J'aime beaucoup ton approche. Vraiment, je trouve que c'est hyper compétente et c'est génial que les patients aient puissent avoir accès à des professionnels comme toi. Donc merci pour ta présence, merci pour tes réponses de qualité. Et avec plaisir. C'était trop chouette. À bientôt peut-être alors. Salut. Salut.